Donc on va commencer, il y a encore quelques personnes qui sont perdues mais qui vont nous rejoindre. Mais le but c'est de pouvoir essayer de prendre un peu plus de prendre du temps quand même sur les débats et sur les échanges. C'est pour ça que c'est quand même intéressant qu'on commence maintenant. Alors très rapidement pour revenir un peu sur le contexte et notamment d'où vient cette idée d'Agora. Je pense que le premier enjeu, en fait, au début on voulait faire une intervention un peu classique autour de cet événement, mais il y a quand même un élément qui est très marquant dans l'actualité, qui nous impose quand même de pouvoir réagir. C'est le fait que depuis plusieurs semaines, et particulièrement aujourd'hui, on observe une criminalisation des écologistes. C'est Félix Blanc aujourd'hui qui a été perquisitionné sur la question des soulèvements de la terre. C'est tout simplement un gouvernement qui fait le choix aujourd'hui tout simplement de lutter contre l'écologie politique à travers la répression, à travers la criminalisation de nos actions, de nos contestations et de nos mouvements. Et si cette actualité qui a pu être chargée ces derniers mois, on peut penser notamment aux dernières grosses mobilisations avec un niveau de répression sans précédent, et si ça peut sembler un peu éloigné en tant que tel du sujet qui à l'origine nous a rassemblés, en fait, il illustre un tournant qui est particulièrement révélateur. C'est le fait qu'on a un gouvernement qui, plutôt que de faire le choix de répondre aux problématiques de société, de répondre aux problématiques sociales, fait le choix systématiquement du surenchère de la violence, qui fait le choix systématiquement d'aller chercher d'autres sujets de société, aller tout simplement parler des questions de voile, de comment on se sentirait dans l'école, ou en tout cas comment la laïcité tout d'un coup serait menacée, qui fait le choix tout d'un coup de dire que tout simplement se battre et se mobiliser pour la planète, ce serait être profondément anti-républicain et nécessiterait une répression sans précédent, alors que quand on regarde au niveau européen, la situation et la précarité, elle a rarement été aussi forte. C'est alors qu'en parallèle, on a une surenchère sur la question du financement de la défense, avec la question de la réarmement des États, l'Allemagne qui, pour le coup, prend pour la première fois une politique militaire particulièrement offensive. De l'autre côté, une population qui rencontre des difficultés financières sans précédent. On l'a vu tout cet été, des jeunes qui tout simplement ne pouvaient pas partir en vacances et étaient contraints de devoir vivre de distribution alimentaire, des organisations... On a été rejoint par l'association des étudiants sénégalais, visiblement. Donc un vrai sujet, en tout cas, c'est tout simplement le fait que, en fait, face à cette précarité, face au fait qu'on ait de plus en plus de jeunes qui soient obligés d'attendre de faire la queue pour des distributions alimentaires, de difficulté tout simplement à pouvoir faire des études quand on ne sait pas comment on va pouvoir vivre et comment on va pouvoir survivre, en tout cas jusqu'à la fin du mois. Une situation en Europe qui se dégrade, et on peut prendre le prisme purement français avec une précarité qui augmente, une réponse politique particulière. On peut penser aux Jeux Olympiques où finalement on va chasser des jeunes en Île-de-France pour pouvoir faire de la place au tourisme. Et quand on dézoome et qu'on regarde au niveau européen, on voit que la situation elle est partout. C'est des mobilisations sociales sans précédent de la jeunesse. C'est des mobilisations sur les questions sociales. C'est des mobilisations sur la question climatique. Et pourtant, une Europe qui est loin d'être au rendez-vous, et surtout des gouvernants qui font systématiquement le choix de parler d'autre chose, de ne pas penser la jeunesse comme étant une réalité politique sur laquelle on a besoin de pouvoir agir. Et cette situation, elle illustre un élément qui est quand même particulièrement probant, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas de vision européenne de la jeunesse. En fait, la jeunesse, et par exemple le Parlement européen en est une parfaite illustration, c'est pas un sujet. Du moins, c'est pas un sujet direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est traitée à travers la commission culture. Tout simplement comme étant un sous-sujet Erasmus. C'est finalement aujourd'hui la jeunesse qui n'est pas appréhendée comme étant une politique à part entière sur laquelle l'Union européenne devrait pouvoir s'investir. Alors oui, on se vante d'Erasmus, on se vante de pouvoir favoriser les échanges européens, et pourtant, en parallèle, systématiquement, quand il s'agit de répondre à ce nouvel âge de la vie, en fait, l'Union européenne ne se sent pas concernée et ne sent pas le besoin de pouvoir agir. Alors que pour autant, quand on regarde ne serait-ce qu'aux élections européennes précédentes,
c'est la jeunesse européenne qui fait qu'on a eu finalement un nombre de députés européens de gauche particulièrement important. C'est des mobilisations climat à travers l'Europe qui ont été particulièrement fortes et qui ont donné tout simplement un sentiment européen, qui font qu'en France, effectivement, la gauche a fait un plutôt bon score. Mais par contre, encore une fois, il faut qu'on se le dise aussi, c'est une jeunesse qui a le sentiment d'être déçue, en tout cas de la mandature précédente, sans dire que le travail des eurodéputés n'a pas été bon, mais en tout cas qui ne s'est pas senti concerné, ou en tout cas pas ciblé par les politiques et par les actions qui ont pu être mises en œuvre. C'est une nécessité, en tout cas, de pouvoir avancer. Et la question qui nous a réunis aujourd'hui, notamment de la question d'un minimum de bourse européen, le fait de tout simplement utiliser l'Union européenne comme un seuil qui nous permette d'aller mener des batailles au niveau européen, un peu sur le modèle du SMIC européen. Alors on le sait, c'est une bataille de longue haleine. Le SMIC européen, c'est une bataille qui est très très longue et qui est encore loin d'être totalement résolue. Mais par contre, c'est la garantie de poser tout simplement le fait qu'on a besoin d'avancer collectivement au niveau européen. C'est le fait de pouvoir poser au niveau français, qui en tout cas c'est la honte qu'aujourd'hui on soit loin d'être l'un des meilleurs pays en termes de protection des jeunes. C'est aussi le fait de poser que la réponse, ça ne peut pas être l'emprunt. Ça ne peut pas être de dire à des jeunes lycéens, à des étudiants qu'il faut emprunter pour pouvoir faire des études. Et un enjeu qui explique aussi cette table ronde, c'est le besoin aussi de s'ouvrir et de penser autrement à la politique. Alors là, on a pas mal d'acteurs du mouvement social, associatif, syndical, qui sont réunis, d'associations d'étudiants étrangers. En fait, c'est de dire que nous aussi, en tant que parti politique, on a nos torts, où des fois on a tendance à penser la politique comme finalement nous tout seuls dans notre coin qui pensons et qui avons raison. C'est finalement nous qui ferions notre programme tout seul et après qui iraient voir les organisations de jeunesse en leur disant finalement on a raison, venez vous mettre derrière nous. Là l'enjeu c'est que les européennes elles sont encore loin. On a 1 an pour construire cette campagne. On a 1 an pour faire le lien et commencer à penser ensemble cette campagne européenne pour pouvoir avancer. 1 an pour pouvoir faire en sorte aussi d'entendre l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des citoyens pour pouvoir essayer d'avancer. Et c'est un peu, entre guillemets, le deuxième temps. On a eu un premier temps un peu plus restreint. Là, le but, c'est d'aller encore plus loin et de pouvoir avancer sur ces questions-là. Donc voilà un peu pour l'introduction. Alors, j'ai été un peu long, mais je pense qu'il est essentiel qu'on puisse essayer d'avancer. Alors, pour le coup, on va laisser la parole... On a divisé un peu les temps d'échange en plusieurs séquences pour pouvoir justement se donner le temps. Une première séquence sur les questions de jeunesse à travers le prisme lycéen avec les organisations lycéennes. Un deuxième temps avec les organisations étudiantes. Et enfin un dernier temps avec notamment les jeunes écolos et l'association d'étudiants étrangers sénégalais pour parler aussi de la question de la jeunesse, pas juste sous le prisme des jeunes en situation d'études ou scolarisés, mais aussi pour penser tout simplement la jeunesse au sens large en règle générale. Donc merci déjà d'être réunis. Alors il y a d'autres personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Mais on a besoin de pouvoir aussi de se prendre le temps pour pouvoir avancer. Alors je vais tout d'abord laisser la parole à Gwen pour intervenir. Donc je te laisse la parole pour présenter à la fois ton organisation et puis aussi ta vision de tout simplement comment on peut avancer ensemble. Donc moi je m'appelle Gwen Thomalves, je suis président de la FIDEL, donc le syndicat lycéen. Et avant de commencer, je veux juste faire effectivement un petit point d'actualité, comme tu l'as très bien dit Abdoulaye. Il y a une diabolisation, c'est pour ça que la FIDEL, une diabolisation de tous les mouvements actuellement. C'est pour ça que la FIDEL apporte son soutien au soulèvement de la terre et également aux militants écologistes qui ont été arrêtés ce matin, puisque il y a cette diabolisation, et même par rapport au SNU, où on est considéré comme d'ultra-gauche à partir du moment où on s'y oppose. Voilà. Mon petit point actu étant fait, je vais pouvoir commencer. La précarité lycéenne, en réalité, on ne peut pas vraiment dire qu'elle existe vraiment, puisque c'est surtout une précarité familiale, contrairement aux étudiants qui sont beaucoup plus lâchés dans la nature, si on peut dire ça comme ça. Les lycéens, on est quand même toujours dans ce cocon familial, et en fait, ça concerne plus la famille, plutôt que les lycéennes et les lycéens directement. Le premier point qui est important, c'est qu'il y a des choses qui sont faites pour justement contrer cette précarité, et je pense notamment au fonds social qui est mis en place. Il faut savoir qu'en 2019, il avait été acté qu'il était de 60 millions d'euros, ce fonds social, pour l'ensemble des écoles, des collèges, des universités et des lycées, pardon. Sauf qu'il y a eu seulement 45 millions d'euros utilisés sur ces 60 millions, alors qu'on sait très bien qu'il y a une très forte précarité en France.
et notamment dans les lycées ruraux, dans les lycées de banlieue. Et le vrai problème de ce fonds social, c'est qu'il n'est pas assez mis en avant. Il y a très peu de gens qui sont au courant qu'il y a ce fonds social, qui permet à la fois d'acheter de la nourriture à la cantine, qui permet également d'acheter des fournitures scolaires, le pass Navigo aussi pour les franciliens. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais malheureusement, il y a un problème d'information sur ce sujet. C'est pour ça qu'on considère que c'est hyper important de pouvoir communiquer là-dessus, et même dès le début, dès la rentrée. Ensuite, il faut savoir que la précarité dans les lycées est la géométrie variable, c'est-à-dire que sous Blanquer, les lycées ZEP, donc de zones d'éducation prioritaire, avaient été supprimés. C'est-à-dire qu'il reste toujours les collèges en ZEP, il me semble, mais les lycées, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus ce terme-là qui est utilisé, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins de moyens pour les lycées de banlieue pour voir leurs élèves réussir. Alors qu'on sait très bien que c'était justement ce terme-là qui donnait plus de moyens, qui permet d'avoir plus de cours, et de pouvoir mieux faire progresser les élèves. Donc le fait qu'il n'y ait plus est une erreur selon nous, selon la Fidèle, et c'est pour ça qu'on redemande à chaque fois qu'on remette ce dispositif en place. Ensuite, mon troisième point, c'est sur l'école, qui est quand même censé être un levier pour justement sortir de la précarité. Et actuellement, avec les politiques néolibérales qui sont menées, on fait totalement l'inverse de ce qui devrait être l'école publique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses, je pense notamment aux baisses de DAG qui sont continuelles. Donc, alors les DAG, c'est très simple, c'est les dotations horaires globales, c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe d'heures qui sont attribuées au lycée, et cette enveloppe d'heures baisse d'année en année, alors qu'on a vraiment besoin, nous, de cours en demi-groupe, parce que c'est pas avec 30 élèves par classe qu'on peut arriver à apprendre à faire une dissertation, qu'on peut arriver à manier des outils en lycée professionnel, ou encore autre chose. Et donc cette baisse de DAG, elle engendre en fait beaucoup plus de précarité, puisque tout le monde ne part pas avec les mêmes moyens. C'est-à-dire que moi, dans mon lycée, on a une baisse de 45 heures, donc c'est l'option grecque, l'option portugais qui vont être fermées, alors que dans d'autres établissements parisiens, on n'a évidemment pas ce même genre de problème. Il y a aussi autre chose où, là c'est plus dans l'actualité, c'est la réforme du lycée professionnel annoncée par Madame Carole Grandjean, qui va consister en fait à réduire drastiquement les cours fondamentaux. Donc quand je dis cours fondamentaux, je parle d'anglais, mathématiques, lettres, etc., etc. Et le fait que ces cours-là soient diminués au profit des PFMP, donc les périodes de formation au milieu professionnel, ça va engendrer juste une précarité culturelle, c'est-à-dire qu'ils auront beaucoup moins de connaissances qu'un élève issu du lycée général et technologique. Ensuite, il y a le SNU, qui avait été annoncé comme quelque chose de mixité sociale, de cohésion sociale pour tout le monde. Or, ce qu'on voit très bien, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les études du ministère lui-même qui disent qu'en fait, ceux qui y vont, c'est très souvent des fils de militaires. On est à 33% de fils de militaires qui vont au SNU, et la plupart des élèves sont nettement supérieurs, enfin, ont des résultats nettement supérieurs à la moyenne observée en France. Donc en fait, il n'y a aucune cohésion sociale dans le SNU, en fait. Et enfin, le dernier point, et nous c'est ce qu'on demande à la Fidèle, c'est des états généraux pour notamment parler de la précarité lycéenne. Ces états généraux, ils avaient déjà été lancés sous Hollande avec Najat Vallaud-Belkacem, où on avait réussi à obtenir une 4e place au CSE, donc le Conseil supérieur de l'éducation. Donc pour tous les étudiants, c'est un peu le Knéser des lycéens, même si nous on n'a pas le droit de vote, pour le coup. Et parce que c'est hyper important pour nous quand même qu'il y ait cette démocratie lycéenne, hein, même si on considère toujours que 4 places, c'est pas assez. Et on aimerait bien qu'il y en ait de nouveau pour justement refaire vivre cette démocratie lycéenne, parce qu'on sait très bien que les organisations lycéennes ne sont pas écoutées sous Macron. Hein. On avait beaucoup de revendications sur Parcoursup, la réforme du baccalauréat général et technologique, et rien n'a été écouté évidemment. Donc c'est pour ça qu'on les demande, et qu'on demande également de pouvoir en fait juste revaloriser les bourses, et particulièrement en fait de rendre l'école gratuite. Parce qu'on a beau dire que l'école est gratuite en France, en réalité c'est pas forcément le cas, parce que certes, les cours sont gratuits, mais tout ce qui va avec, donc les fournitures scolaires, le trajet pour y aller, la cantine sont payants. Rien que sur la cantine, il faut savoir qu'il y a c'est seulement 22% des établissements qui proposent un tarif allant jusqu'à la gratuité quand on est boursé. C'est très peu. La plupart des familles, enfin, il y a des familles, justement, qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants à midi parce que justement, ça coûte trop cher. Et donc c'est pour ça qu'on demande ces états généraux des lycées pour parler précarité, pour parler des réformes à venir. Merci beaucoup. Du coup, bonsoir à tous, je m'appelle Oudaï Fabouafi et je suis responsable fédéral du 77 pour la Wallicène. Alors, Gwen nous en a fait la parfaite démonstration. On assiste depuis quelques années à une réelle casse de l'éducation directement en lien avec la précarité des lycéennes et lycéens par le gouvernement. Cette casse de l'éducation, elle a été visible sous Blanquer et elle est encore, bon, peut-être pas encore plus, mais elle est tout autant sous notre ministre de l'Éducation actuel qui
bon, d'après ce qu'on entend dire, ne va pas être conduit à la rentrée. On se demande pourquoi. Alors, donc, cette précarité lycéenne, elle est souvent oubliée parce qu'elle n'est pas directement en lien avec les lycéens eux-mêmes, et elle est assez parfois, on a tendance à le penser, compliquée à mettre en lien avec l'éducation aujourd'hui. Mais en fait, c'est certes compliqué, mais c'est faisable. Aujourd'hui, les lycéennes et lycéens connaissent une réelle difficulté dans la scolarité générale, parce qu'on a tendance à dire que l'éducation est gratuite, mais bon, comme Gwen l'a dit, c'est pas du tout le cas. Et nous, on a porté plusieurs propositions donc, aux dernières élections CSE. Donc, tu disais qu'on n'avait pas le droit de vote, mais on a aussi les subventions. On a aussi les subventions coupées, donc par rapport au CNESER, c'est aussi différent par rapport à ça. Donc on a demandé la gratuité totale de l'éducation, donc avec la gratuité des transports, de la cantine voilà, des fournitures scolaires, parce que par rapport aux fournitures scolaires, il faut savoir que donc cette allocation de rentrée pour les fournitures scolaires, elle a été donc baissée de 4% à la rentrée dernière. Donc clairement pas, elle a été augmentée à la rentrée dernière de 4%, donc clairement pas indexée sur l'inflation des fournitures scolaires aujourd'hui. Ça a été le cas pour la quasi-totalité en fait, des produits de première nécessité. Donc à Wallisène, voilà, c'est tout ça qu'on porte. On a aussi eu du coup, une tentative de la part du gouvernement de lutter un peu contre cette précarité avec notamment la gratuité des protections périodiques dans les lycées. Donc on s'est rendu compte en fait que c'était au bon vouloir des établissements en fait de remplir ces distributeurs, mais il n'y avait pas de réel suivi derrière. En fait, c'était simplement la proposition de l'initiative de la part des professeurs, et on s'est rendu compte que moi dans mon lycée en fait il a été rempli 2 fois et la plupart du temps il était vide. On l'a évoqué en conseil d'administration, mais ça s'est pas réglé. Voilà, en somme. Donc voilà, donc à Wallisène, c'est avec les autres organisations lycéennes de manière générale, donc présentes dans ACT, c'est tout ça qu'on a porté au CSE, et voilà. Alors moi je vais vous proposer un petit format en tant que tel, c'est que là on a eu les 2 interventions et on va le garder un peu pour chacune des séquences. Mais c'est que tout simplement vous puissiez intervenir aussi par rapport à ça pour à la fois poser votre analyse ou les difficultés que vous voyez, mais surtout pour potentiellement poser les solutions que vous pensez qu'on peut apporter. L'enjeu justement, comme je le disais en introduction, c'est de pouvoir essayer de prendre le temps de construire ensemble les réflexions qu'on peut avoir sur les questions de jeunesse, et pas qu'elles soient enfermées en tout cas entre sachants et entre guillemets un public qui serait là pour écouter et prêcher, ou en tout cas entendre les belles paroles, mais que tout le monde puisse rebondir là-dessus. Donc je ne sais pas déjà s'il y a plusieurs personnes qui voudraient intervenir là-dessus, ou en tout cas qui auraient des éléments sur lesquels ils souhaiteraient pouvoir rebondir. Quentin, militant mutualiste. Je voulais du coup poser une question juste sur la question des lycéens et des lycéennes. Vous êtes revenu un petit peu dans vos interventions sur la question justement de... C'est un statut particulier. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en détail selon vous comment justement en fait on peut à la fois défendre une jeunesse qui du coup est plus autonome, notamment sur la question du droit de vote, d'être revenu sur le droit de vote en général, avec la question de la famille, mais aussi du coup une aide financière qui soit en face. Et vous êtes revenu un petit peu sur les spécificités par rapport à un profil plus étudiant. Est-ce que vous voyez des enjeux notamment en termes de statut social sur pouvoir justement avoir une aide financière qui couvre l'âge de la vie de 14-15 ans jusqu'à 18 ans à peu près? Merci. Non, alors évidemment, nous on porte le droit de vote à 16 ans. On considère que c'est quelque chose d'assez normal, puisqu'à partir de 16 ans, on peut voter aux élections professionnelles, créer son association, adhérer à un parti politique, donc il va de soi qu'on ait ce droit de vote à 16 ans. Après, oui, le statut est différent, c'est sûr, parce qu'on lit toujours, il y a cette sectorisation en fait avec les lycées, c'est-à-dire qu'on a un lycée normalement qui est à côté d'une autre, alors que pour les universités, on peut être envoyé un peu n'importe où. Donc évidemment, quand on habite à Marseille et qu'on a notre université à Lille, pour faire les trajets le matin, c'est quand même un peu plus compliqué. Et donc c'est pour ça que, certes, financièrement, c'est vraiment pas pareil, mais la question se pose quand même, parce que ça veut pas dire que nous, en tant que lycéens, on n'a pas de problème financier, mais par derrière, on a des familles qui sont obligées de parfois faire des emprunts pour subvenir aux besoins élémentaires
de leur enfant, quoi. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Très bien. Enfin, c'était pour ajouter du coup un élément. C'est pas en lien direct avec ta question, mais on a souvent tendance à nous taxer de tout ramener à Parcoursup. Mais en fait, on s'est rendu compte que cette précarité lycéenne, elle était encore plus accentuée du coup depuis Parcoursup, et notamment depuis les épreuves du bac mises beaucoup plus tôt, donc pour qu'elles entrent en compte dans Parcoursup. Donc déjà qu'en fait les programmes scolaires étaient d'une difficulté incroyable à finir, on s'est rendu compte que c'était encore plus accentué du coup, avec ces nouvelles épreuves du bac beaucoup plus tôt, et donc que beaucoup d'élèves en classe de terminale se mettaient à prendre des cours particuliers pour donc pallier à cette difficulté des professeurs à finir le programme. Donc vous l'aurez compris, c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir prendre des cours particuliers, c'est une deuxième école, et donc voilà, c'est encore une fois une problématique de plus que vient nous poser le gouvernement face à une précarité déjà assez présente chez les lycéens, les étudiants et les étudiants de manière générale. Pour rebondir là-dessus, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont un peu cruciaux et qui expliquent aussi l'enjeu de cette question de précarité. C'est que autant on dit déjà qu'au niveau, par exemple, étudiants et ainsi de suite, on rencontre des difficultés financières et qu'il y a un cadre, en tout cas européen, qui est très faible, autant au niveau des lycéens, c'est quasiment inexistant. Déjà, il suffit de regarder l'exemple français. Aujourd'hui, combien d'étudiants boursiers étaient boursiers quand ils étaient au collège, quand ils étaient au lycée? Quasiment personne, avec un système qui est très peu lisible et avec beaucoup l'idée reçue que finalement, en fait, on peut dépendre simplement de la situation financière de nos parents. Et au niveau européen, on se retrouve avec à peu près la même réalité, avec des pays qui ont des modèles éducatifs très différents. Et là où il y a notamment un enjeu, c'est qu'on le sait, l'éducation, en fait, c'est loin d'être gratuit. Et je rebondis notamment sur ce que vous pouviez dire sur la question de l'emprunt, la difficulté pour beaucoup de familles à pouvoir le financer, pour l'imaginer un peu simplement. Même au-delà des cours privés, le fait d'avoir accès à des livres réguliers pour pouvoir se cultiver, pour pouvoir sortir, aller au cinéma, tout simplement pour pouvoir apprendre, le fait de pouvoir aller à l'étranger, ça paraît bête et méchant, et c'est notamment l'une des réflexions qui était posée sur la question d'Erasmus, c'est qu'on sait très bien que quand on reste en France, on a moins de chances de pouvoir apprendre à parler une deuxième langue. Parce qu'on a beau avoir les meilleurs enseignants de la Terre, ou ne pas les avoir, des fois, je parle en mon nom, en fait, c'est pas la même chose quand on a la capacité de pouvoir aller voir ailleurs et de pouvoir échanger pendant plusieurs mois ou pendant plusieurs semaines, tout simplement avec d'autres personnes. C'est pas la même chose d'un point de vue culturel, aussi quand on est en capacité de pouvoir découvrir d'autres cultures, d'autres modes de vie et d'autres modes de réflexion. Et là où, pour le coup, on a une réflexion qui est aujourd'hui très infantilisante sur les lycéens, en fait, elle omet toute la réalité derrière. Et en plus, en parallèle de ça, elle omet toutes les difficultés que peuvent rencontrer les enseignants. Parce que effectivement, on se retrouve avec un métier qui n'est pas du tout reconnu de la même valeur au niveau européen. Entre être professeur dans un collège en France, être enseignant dans un lycée, être enseignant en Allemagne, où on n'a pas du tout le même niveau de revenu, pas du tout la même reconnaissance et pas du tout la même place sociale. Et tout ça aujourd'hui, c'est un impensé européen. Et c'est là où, pour le coup, on a un enjeu, parce que historiquement, quoi qu'on en dise, l'éducation, c'était quand même l'apanage de la gauche. Et aujourd'hui, nous aussi, on a cessé de penser quelle éducation on voulait, comment on voulait garantir tout simplement l'accès à l'émancipation de l'ensemble des composantes de la population. Et ça passe par le lycée, parce que c'est l'un des moments les plus stigmatisants de la Terre. Pour dire les choses très simplement, je peux donner un exemple. Moi, j'ai de la chance, c'est que mon père est prof, mais que je viens d'un milieu extrêmement précaire. Ce qui se passe, c'est que c'est mon père qui a expliqué à des enseignants que non, en fait, c'est pas eux qui allaient choisir finalement quelle allait être ma scolarité. Et moi, ça a été le cas parce que mon père est prof, qu'il connaît les rouages de l'enseignement. Malheureusement, c'est pas le cas pour beaucoup de gens et c'est un impact qui est non négligeable. Et tant qu'on ne réfléchit pas aujourd'hui comment on voit l'éducation, comment on réfléchit le bien-être à la fois des élèves et à la fois aussi des praticiens, derrière, effectivement, c'est compliqué de pouvoir se projeter. Et je pense que c'est aussi essentiel quand on réfléchit à la question européenne. On sait qu'on ne pourra pas tout révolutionner du jour au lendemain. L'Europe,
c'est souvent des affaires qui prennent plusieurs mois, plusieurs années, pour dire les choses poliment. Mais la question, c'est comment on est en capacité aussi de penser l'Europe pour que derrière, on puisse penser aussi à comment ça se répercute au niveau national, comment ça se répercute au niveau de nos voisins, comment on réussit à avancer et comment on se donne les outils pour pouvoir penser tout ça. Donc je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent intervenir là-dessus. D'autres personnes en tribune peuvent également s'ils le souhaitent. Alors, pour peut-être lancer la parole ou en tout cas faciliter les interventions, je pense qu'il y a un enjeu qui est quand même très important, c'est qu'aujourd'hui, pour vous donner une illustration, il y a de plus en plus d'universités européennes, c'est-à-dire d'universités qui sont pensées à une échelle européenne, avec leurs déboires et notamment leur caractère ultra sélectif. Par contre, aujourd'hui, on n'a jamais pensé, et pour le coup, qu'est-ce que c'était un lycée européen? Qu'est-ce que ce serait un lycéen qui tout simplement répond à nos attentes? Au-delà juste de la réflexion d'un lycée très sélectif qui nous permet d'apprendre une ou deux langues, voire trois, c'est quoi tout simplement un lycée européen tel que nous on peut le penser à gauche, ou en tout cas qui nous permet de répondre? Et je le dis parce que je pense que ça ne nécessite pas forcément qu'on ait toutes les connaissances du fonctionnement du lycée, mais c'est important de voir en tout cas par rapport aux lacunes que nous on a pu voir, ou en tout cas qu'on peut vivre, et peut-être que je vais relancer nos intervenants là-dessus, mais vous tout simplement, qu'est-ce que ce serait un lycée européen qui permettrait de répondre aux attentes, ou en tout cas aux problématiques que vous avez pu déjà commencer à évoquer dans vos premières interventions? Non, oui, effectivement, il y a des universités qui sont passées au niveau européen. C'est sûr que pour les lycées, on n'a jamais vu ça, évidemment, parce qu'après, il y a aussi, je pense aussi, le fait qu'on est mineur quand on est au lycée, enfin en tout cas jusqu'au dernier mois, et c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus compliqué de partir à l'étranger quand on est mineur que quand on est majeur, parce qu'il faut l'autorisation parentale, et puis évidemment c'est pas simple d'aller en seconde à 15 ans étudier dans un autre pays. Après, c'est sûr que je pense que ça va être intéressant quand même qu'il y ait ces lycées-là, mais on peut aussi arriver à un risque qui est que ce soit des lycées extrêmement sélectifs. On connaît les lycées internationaux dans lesquels il y a beaucoup de sélections, dans lesquels le niveau est très élevé, et je pense qu'il faut absolument éviter d'avoir ça, parce qu'en fait ça va accroître les différences et les inégalités entre les lycées et après juste entre les lycéennes et les lycéens. Mais sur le côté européen, oui, il faudrait peut-être qu'il y ait une harmonisation de ces établissements pour qu'en fait tous les lycées en Europe, et après même peut-être voir à l'échelle un peu plus haute, aient en fait cette même logique-là, avec les mêmes chances d'y arriver, peu importe d'où on vienne, parce que là on se concentre énormément sur la France, mais après il y a quand même d'autres pays au sein de l'Europe, je pense notamment en Europe de l'Est, où c'est extrêmement compliqué aussi de parvenir à faire des bonnes études. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus vendeur de dire qu'on est diplômé de Paris 1 que de l'université de Varsovie, je pense. Et donc, il faut peut-être aussi effectivement voir ça au niveau européen. Ouais. Du coup, simplement rapidement pour compléter ce que tu disais, par rapport à ces années, il existe en fait des moyens de faire des années de césure dans des lycées à l'étranger, mais c'est uniquement en passant par des organismes en fait, donc spécialisés dans ça. On a par exemple l'ISPA où en fait, une année c'est quelque chose comme 15 000 euros, ça peut aller jusqu'à 20 000 euros en fait. Et donc, pour mettre ça en lien avec la précarité, on voit que c'est totalement pas adapté à l'ensemble des lycéennes et lycéens. Voilà, donc oui, encore une fois, il faudrait voir ça à une échelle plus large et plus accessible. Bonsoir, du coup, je m'appelle Emmanuela, je suis présidente de l'UNEF, le syndicat étudiant. Et je me permets juste de prendre la parole pour venir sur un sujet qui est annexe, mais qui a tout aussi son importance, parce qu'on est un peu dans une période en ce moment où le gouvernement a décidé de fermer la page réforme des retraites en parlant des jeunes, et revient en fait beaucoup dans leur bouche la question de l'engagement, notamment l'engagement du coup en France avec des diverses choses qu'ils essayent de nous mettre en place avec le SNU, comme a pu expliquer tout à l'heure Gwen, mais il y a d'autres choses qui existent aussi au niveau européen où ils essayent, et c'est un peu en fait de finalement pousser les jeunes à faire des années de césure pour aller faire des services du coup civiques européens, à faire du volontariat à travers du coup l'Europe, mais se pose aussi en fait finalement aussi une question là-dessus, et notamment liée à la précarité et au financement en fait
de ces missions de volontariat qui sont plébiscitées en fait aujourd'hui par le gouvernement, c'est que oui, on a la possibilité aujourd'hui, à partir de 17 ans, de pouvoir partir entre 2 et 12 mois partout en Europe pour aller filer un coup de main à une association diverses et variées. Il y a les associations qui sont là pour l'aide aux réfugiés, il y a des assos écolos, etc. Par contre, à chaque fois, ils nous parlent d'aide financière, justement pour pouvoir faire ce bénévolat-là. Mais il n'y a jamais de montant, parce que c'est un peu calculé selon ta tête et selon qui tu es et d'où tu viens. Et donc il y a un sujet, à mon avis, aussi là-dessus à pousser, justement de se dire si on a la possibilité pendant 2 mois d'aller faire du volontariat autre part en Europe pour faire des rencontres différentes, pour vivre un engagement différent, etc. Il y a la question en fait, financière aussi qui est à mettre sur la table et finalement en fait, aussi aujourd'hui pousser au niveau de l'Union européenne une indemnité qui permet de vivre en fait, partout en Europe et de faire en fait cette mission de volontariat si on le souhaite. Alors quelqu'un dans la salle souhaite-t-il intervenir? Non? Ok, de toute façon je vais en profiter pour faire la transition avec le débat suivant et de toute façon nos intervenants ont toujours la possibilité de revenir. Il y a pas mal d'éléments qui ont pu être posés, notamment par nos intervenants, à la fois sur la question de la précarité et sur le fait qu'effectivement il y avait des solutions, en tout cas des impensées. Et notamment je pense que cette illustration, cette question d'impensé en tout cas de la jeunesse européenne, elle est très illustrative de la situation, c'est que en fait, effectivement, se dire de faire un volontariat européen, comme pouvait le dire Iman, c'est génial, mais en même temps, on n'a jamais pensé au fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui finalement n'auraient pas les moyens de pouvoir aller n'importe où en Europe, aussi vrai que pour pouvoir vivre en tout cas des combats et porter leurs engagements auprès des associations. C'est effectivement le même débat qu'on a eu sur la question d'Erasmus. Pendant très longtemps, finalement, on se disait, à partir du moment où on permet aux étudiants de pouvoir aller voyager à travers l'Europe, les étudiants vont le faire spontanément. Et cette question de la jeunesse, elle est très illustrative d'une situation où finalement, l'Europe est très souvent, et notamment sur les questions de jeunesse, soumise à finalement une question de gestion des affaires courantes. On voit les difficultés, parfois elles nous sont remontées. Par contre, quelle Europe à destination des jeunes, en fait on le pense assez peu, et surtout une vision des fois très paternaliste de la jeunesse où en fait régulièrement, et je pense que la campagne européenne ne va pas le manquer, on va entendre partout sur les plateaux finalement que le problème c'est que les jeunes ne sont pas assez européens ou ne comprennent pas assez pourquoi l'Union européenne est centrale. Et l'un des enjeux que nous on va avoir pendant toute cette période, c'est montrer qu'à la fois effectivement l'Union européenne est un enjeu important, mais que par contre c'est l'Union européenne qu'il faut qu'il change, parce que tant qu'elle ne changera pas, tant qu'on ne réussira pas à mener des batailles pour justement répondre aux attentes de la population et aux attentes de la jeunesse, derrière, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens spontanément aiment une institution qui finalement ne leur parle pas, ne pense pas qu'ils sont prioritaires et ne permettent pas de répondre à leurs problématiques. Et le deuxième enjeu, du coup, pour passer à la séquence qui répond aussi à ça, c'est tout simplement quelle Europe à destination des jeunes étudiants. On le sait, la précarité étudiante, elle est partout, elle est omniprésente, et même, je dirais même, elle est banalisée. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder aujourd'hui, la question des distributions alimentaires ne choque plus personne. La question, tout simplement, de la précarité européenne des jeunes, le fait qu'on ait des jeunes partout en Europe qui rencontrent des difficultés, qui parfois sont amenés à faire des actions coup de poing, à faire la grève de la faim, à montrer tout simplement que c'est leur avenir qui est directement en jeu. On le sait, on est quand même une génération plus que jamais sacrifiée, on ne sait pas dans quelle planète nous allons vivre, on ne sait pas... On ne sait pas comment nous allons pouvoir finir, ou en tout cas le fin de mois, on ne sait pas jusqu'à quand nous allons pouvoir étudier. Toutes ces questions aujourd'hui, l'Union européenne ne nous répond pas, et c'est aussi essentiel qu'on donne la parole aux organisations étudiantes aussi là-dessus, pour savoir quelle est votre analyse, et surtout qu'est-ce que vous pouvez penser, en tout cas comment vous pensez qu'on a besoin d'aller plus loin. Donc je laisserai tout d'abord la parole à Iman. Oui, je reprends le micro du coup pour parler peut-être d'un sujet que je maîtrise un peu mieux que le service civique européen.
mais de vous avoir merci pour l'invitation et de pouvoir en fait discuter un peu plus largement de la question de la précarité étudiante, notamment ici à l'Espace, parce que ça a été quand même l'un des hauts lieux des distributions alimentaires tout au long en fait de la crise sanitaire. Ça a continué même après. C'est un peu aussi ici qu'on a pu en fait aussi visibiliser, et c'est que en fait énorme qu'elle est jusque l'autre bout de la rue d'étudiants qui attendaient en fait des paniers repas pour pouvoir se nourrir. Pour le coup, ces images-là, elles montrent un constat qui est édifiant sur la question de la précarité en fait des étudiants. Tous les ans, nous, au niveau de l'UNEF, on sort une enquête sur le coût de la vie des étudiants du coup pendant leurs études. Et en 2022, on avait une hausse qui était finalement énorme, de 6,47% du coût de la vie. Donc finalement, une précarité qui explose de plus en plus. Et pour donner un élément comparatif, c'était qu'à la même période, on avait une inflation globale de 6%. Et donc on voyait bien que finalement, la précarité, elle touchait en fait beaucoup plus les étudiants que le reste de la société. Finalement, même si on a un gouvernement qui essaye de nous expliquer qu'il a mis des choses en place qui sont géniales pour lutter contre la précarité étudiante, c'est largement insuffisant. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais juste avant l'événement, on avait du coup Elisabeth Borne qui était sur Brut, justement pour pouvoir annoncer des choses, je peux appeler ça que des choses, pour lutter contre la précarité étudiante, pour améliorer les conditions de vie des jeunes en France. Et elle nous a quand même refait tout un argumentaire pour justifier le fait que l'Assemblée nationale ait voté contre le repas à 1 euro, en disant mais oui, l'Assemblée nationale a voulu nous voler notre idée, c'est nous qui l'avons mis en place, donc c'est bon, c'est un non-événement. Donc déjà, pour remettre en contexte, c'est pas Elisabeth Borne dans sa tête toute seule, ni Frédéric Vidal à l'époque qui se sont décidés de dire on va mettre un repas à 1 euro. C'est la mobilisation en fait des étudiants qui ont bravé le Covid, qui ont bravé les confinements aussi pour se mobiliser en disant aujourd'hui on crève de faim, on crève d'angoisse dans nos résidences universitaires, dans nos petits logements, donc il faut en fait pouvoir mettre des choses en place pour pouvoir nous permettre de nous nourrir. Elle a annoncé plein d'autres choses aussi qui sont plus ou moins intéressantes. Par contre, il y a quand même quelque chose qui, nous, en tant que syndicat étudiant, nous a percuté. Elle a quand même annoncé vouloir lutter contre la précarité des étudiants, notamment dans les Outre-mer, avec du coup la mise en place d'un complément de bourse de 30 € pour l'ensemble des étudiants dans les Outre-mer. Le complément de bourse, c'est du coup une revendication historique de l'UNEF, sauf qu'on ne demandait pas 30 €. Parce que à chaque fois, il y a un problème de budget et de portefeuille dans ce gouvernement. Nous, ce qu'on demandait, c'était 100 €. Et même si les 100 €, on savait que ce n'était pas suffisant en fait, pour pouvoir vivre décemment. Donc c'est quelque chose qui est notable, mais qui est en fait encore largement insuffisant pour lutter contre la précarité des jeunes et notamment des étudiants. Mais après, du coup, pour revenir un peu plus dans le focus Union européenne et des étudiants sur l'ensemble de l'Europe, il y a un contexte. Le contexte en France, on le connaît, les étudiants crèvent de faim, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant qu'on le dit, rien n'est fait. Mais par contre, les choses ne sont pas plus belles ailleurs, parce que pour le coup, l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Notamment, il y a eu finalement des mobilisations étudiantes qui étaient très similaires aux nôtres à travers l'Europe. En même temps que nous demandaient un repas à 1 € en France, les étudiants belges, eux, demandaient une augmentation de leur bourse. En même temps que nous demandions augmentation de bourse, ils demandaient augmentation de bourse. En même temps qu'on demandait finalement plus de places d'enseignement supérieur, eux aussi demandaient plus de places dans l'enseignement supérieur. C'est le même contexte dans d'autres pays européens, notamment aussi en Italie, où il y a eu énormément en fait, de mobilisations étudiantes sur la même période que nous pour demander en fait, exactement les mêmes choses, c'est-à-dire en fait, des conditions de vie et des conditions d'études dignes pour l'ensemble en fait, des étudiants. Et on s'est même finalement mis à discuter entre nous, même si on discutait déjà avant, pour essayer de trouver en fait finalement des revendications communes pour piocher chez les voisins aussi, parce que par exemple nous on a réussi à mettre en place le repas à 1 €, et les autres se sont dit que c'était quelque chose d'intéressant et ils ont aussi essayé de pousser auprès du coup de leur ministère le fait qu'il y ait un repas à 1 € qui soit mis en place.
Bon, ça s'est pas mis pour eux en place malheureusement, mais ils continuent le combat à l'heure actuelle d'avoir en fait des repas abordables en fait pour l'ensemble des étudiants. Et après, il y a aussi un sujet qui est transversal en Europe, c'est la question du logement. On a des logements aujourd'hui en France qui sont complètement délabrés, qui sont pas suffisants au niveau du Crous et qui ne permettent pas en fait à l'ensemble des étudiants de pouvoir bénéficier d'un logement à tarification sociale. Et en fait, on se rend compte que ce cas-là, il est généralisé en fait à l'ensemble de l'Europe, où il y a un problème généralisé de logement à destination des étudiants sur toute l'Europe. Et donc en fait, finalement, en disant ça, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que on est tous logés à la même enseigne. En fait, à partir du moment où on décide de faire des études, c'est un avenir de précarité qui se dessine pendant l'ensemble en fait de notre cursus universitaire. En France, on a eu Macron qui nous disait que vivre avec des paquets de pâtes, c'est pas si grave que ça à partir du moment où on meurt pas de faim. On a l'impression que les autres dirigeants européens, en fait, à l'heure actuelle, disent la même chose à leurs jeunes dans leur pays. Et donc, c'est pour ça que pour nous, à l'UNEF, aujourd'hui, il y a un enjeu qui est primordial de pouvoir en fait coordonner les forces de l'ensemble des jeunes à travers l'Europe pour pouvoir dire aujourd'hui stop, on en a marre en fait d'être méprisés par nos gouvernements sur nos vies, et du coup pourquoi pas utiliser aujourd'hui en fait l'Union européenne. Tu l'as un peu dit tout à l'heure, notamment sur le combat du SMIC européen, et aujourd'hui oui, il y a un enjeu en fait de pouvoir imposer des mesures pour mettre fin en fait à la précarité des étudiants à travers l'Union européenne. Et nous, ce qu'on propose du coup à l'UNEF, qu'on veut aussi décliner aussi au niveau européen, c'est l'allocation d'autonomie, donc une aide universelle pour l'ensemble des étudiants basée sur le seuil de pauvreté pour permettre à tout le monde de pouvoir s'émanciper par l'éducation. Et donc justement cette proposition d'un minimum de bourse européen, il entre aussi en fait dans cette bataille en France pour pouvoir permettre de sortir les jeunes de la précarité. À partir du moment où on aurait potentiellement une Union européenne qui décide de prendre position en disant oui, il faut en fait un revenu minimum pour l'ensemble des étudiants européens, et ça forcerait notre gouvernement aujourd'hui qui fait fi en fait des problématiques de la jeunesse de modifier en fait et d'écouter concrètement les organisations étudiantes en disant en fait finalement on doit tout changer parce que le système de bourse actuel il est à bout de souffle, et donc mettons un minimum pour tout le monde et un minimum qui soit conséquent pour permettre à tout le monde de faire ses études là où il souhaite, et du coup de pouvoir en fait manger à sa faim lors de ses études. Et donc c'est quelque chose qui va aujourd'hui être oui, à mon avis, primordial, parce que on a un gouvernement qui n'écoute pas, donc s'il peut écouter l'Union européenne, ça pourrait être assez sympathique pour en fait l'ensemble des jeunes en France et partout en fait sur le territoire de l'Union européenne. Et après, du coup, pour pas être trop longue, parce que généralement je suis assez longue, il y a d'autres sujets aussi qui sont nécessaires à mettre sur la table, notamment sur la question du transport, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup sur la table en ce moment. Notamment, je pense que vous avez entendu parler du pass France-Allemagne, du coup ministre des Transports et de la Première ministre aussi tout à l'heure qui disait qu'il fallait mettre en place des passe-trains pour des allers-retours gratuits pendant un mois pour les jeunes engagés. Bon, engagés, c'est égal service civique, SNU et contrat d'engagement jeune, donc littéralement pas tous les jeunes. Et donc il y a un enjeu aussi à travailler là-dessus, parce qu'on a des batailles communes aussi avec les autres syndicats étudiants européens qui, sur les derniers mois, ont aussi tous mené des campagnes en fait justement pour demander en fait des baisses de tarification pour les étudiants en termes de transport. Et puis après il y a la question aussi en fait de l'accès à la culture. Parce que l'Union européenne, c'est aussi son rôle de pouvoir en fait permettre aux jeunes de pouvoir avoir accès à la culture, et donc il y a un enjeu aussi de pouvoir avoir en fait un travail commun de l'ensemble des organisations étudiantes à travers l'Europe sur l'ensemble de ces sujets-là pour faire en sorte d'améliorer concrètement les conditions de vie et les conditions d'études de l'ensemble des étudiants en Europe. Merci beaucoup pour votre invitation. Nous, c'est évidemment un sujet, la jeunesse en Europe, qui nous tient particulièrement à cœur, compte tenu du contexte commun, ça a été rappelé, que partagent de nombreux jeunes sur le continent.
C'est tout d'abord un contexte commun de lutte contre la précarité, une précarité qui est de plus en plus importante dans tous les pays, avec évidemment des niveaux de revenus qui sont différents, mais un constat assez suffisant, c'est qu'il n'existe assez peu à l'heure actuelle de modèles de protection sociale, et en particulier de modèles de protection sociale pour la jeunesse qui soient suffisants pour lutter contre cette pauvreté. Et c'est évidemment des enjeux qui sont également multiples, des enjeux d'indépendance et d'autonomie de la jeunesse, des enjeux de lutte contre des combats communs, par exemple la lutte contre l'extrême droite qui monte de plus en plus sur le continent européen, et également la lutte pour lutter pour une véritable politique de transition écologique sur notre planète, et particulièrement sur le continent européen pour ce qui nous intéresse ce soir. Donc voilà, le constat il est clair et il appelle des réponses. Ces réponses à l'heure actuelle, elles sont clairement insuffisantes. À peu près dans tous les pays, on ne peut pas dire actuellement qu'il y ait des politiques sociales qui soient tout à fait satisfaisantes. Alors on a des modèles, très clairement. Les modèles, c'est les grandes lignes directrices qu'on doit suivre pour un revenu minimum européen. Le premier modèle, par exemple, c'est le fait de se battre pour un service public de l'enseignement supérieur, qui n'est pas des frais d'inscription très élevés, qui sont à l'heure actuelle un des principaux problèmes en Europe, dans certains pays où on a des jeunes qui sont obligés de s'endetter pour payer des dizaines de milliers d'euros de frais d'inscription. Et ça, c'est un véritable problème, et c'est un principal problème de précarité pour les étudiants. Ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect, c'est également lutter pour un véritable système de protection sociale. À l'heure actuelle, on a plusieurs modèles de protection sociale pour les jeunes européens, mais on ne peut pas tous les appeler justement des modèles de protection sociale. Certains modèles sont très clairement à bannir dans le cadre de politiques européennes communes selon nous. C'est notamment le cas des systèmes qui vont développer les prêts étudiants. On peut le voir notamment dans les pays anglo-saxons. Ça, ce n'est pas un modèle qui est satisfaisant pour les jeunes Européens, parce que ça conduit à un endettement pendant une dizaine d'années et ça met en péril leur début d'insertion professionnelle. Il faut plutôt s'inspirer de modèles qui soient vers l'universalisation des droits et vers une protection générale des étudiants. Nous, à l'Union étudiante, on théorise un statut social des étudiants et des jeunes en formation et en insertion d'une manière générale. Ce statut social, il peut être ancré à l'échelle européenne comme le statut de jeunes travailleurs intellectuels européens. Et ça, c'est un premier pas qui est important pour nous, parce que ça ancre véritablement une volonté politique en Europe de montrer ce modèle. Alors, il ne suffit pas de le proclamer, et ensuite, il faut évidemment passer à l'attaque et à obtenir des droits. Ces droits, par exemple, ça peut être effectivement un modèle de revenu d'autonomie. Un revenu d'autonomie, c'est la mise en protection de la jeunesse à un seuil suffisant pour que tout le monde puisse vivre et subvenir à ses besoins sans avoir besoin de se salarier ou de s'endetter, parce que ce sont des causes très importantes d'échec dans les études. Et donc ce revenu d'autonomie, il doit se décliner de manière minimale. Ça ne veut pas dire qu'on va fixer, à mon avis, un seuil minimal pour chaque pays d'Europe qui soit identique, parce qu'on a certains pays qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux de vie, et donc ce ne serait pas forcément pertinent et ça conduirait à tirer vers le bas la protection sociale de certains pays. En revanche, il faut qu'on ait un minimum qui soit basé proportionnellement au seuil de pauvreté de chaque pays pour pouvoir vivre. Et puis au-delà de cet aspect financier, il y a beaucoup de choses dont on peut inspirer, notamment les modèles des pays nordiques qui sont assez intéressants à cet égard. On a également aussi des revendications plus transversales qui vont concerner les autres facteurs d'émancipation de la jeunesse, c'est-à-dire le droit à des logements de qualité dans tout le continent européen, le droit à pouvoir voyager librement dans les pays européens, pouvoir s'inscrire dans les universités de son choix sans payer des frais d'inscription exorbitants. Et d'une manière générale, le droit à un véritable système de protection sociale qui permette à tout le monde de vivre sa jeunesse et d'étudier de façon épanouissante. Et tout ceci, nous on pense que l'Union étudiante, que les institutions européennes à l'heure actuelle ne permettent pas forcément d'obtenir cela, parce qu'on n'a pas forcément un volontarisme politique qui est suffisant, et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que syndicat étudiant, on est là pour impulser des mobilisations, pour faire entendre justement aux décideurs politiques de demain, qui seront parlementaires européens, qui seront membres de la Commission européenne, qu'il y a un enjeu à ce que l'Europe se saisisse davantage des questions de jeunesse, et qu'elle puisse prendre les devants de ces chantiers qui nous semblent prioritaires, et pas seulement penser la politique de la jeunesse au prisme de politiques libérales, qui sont par exemple la mise en place des universités européennes et de la mise en concurrence, par exemple, de la recherche au niveau européen. On parle d'Union européenne, donc il ne faut pas m'empêcher de penser aux élections européennes qui arrivent en 2024. Forcément, c'est vachement dans le débat public, est-ce qu'il y a un retour de la NUPES ou pas pour ces élections.
mais on a vu les jeunesses des différents partis politiques de gauche ont pris un peu le devant par rapport à justement ces problématiques. Et si je ne me trompe pas, ce dimanche, justement, ces jeunesses de ces partis politiques de gauche vont se réunir pour discuter de tout ça et pour voilà, essayer de convaincre finalement tous leurs partis politiques de d'unir la gauche pour ces élections en 2024. Ma question étant, selon vous, du coup, quelle est la place du syndicalisme étudiant dans ces élections européennes? Parce que du coup, c'est des problématiques qui nous importent aussi, mais surtout aussi, quelles sont les problématiques, les revendications qui découlent justement des syndicats étudiants qui pourraient unir finalement toutes ces forces de gauche pendant ces élections. Je vais peut-être commencer sur les revendications. Sur ça, on est un peu là pour ça, pour essayer d'établir en fait des lignes communes en fait de revendications pour la jeunesse européenne. On est revenu sur pas mal de choses, notamment sur la question de la précarité et de comment est-ce qu'on permet du coup aux jeunes à travers l'Union européenne de pouvoir sortir de ce contexte-là de crise en fait sociale sans précédent dans l'ensemble en fait des pays de l'Union européenne. Mais il y a d'autres sujets qui touchent plus ou moins la jeunesse qui sont assez importants également, notamment sur la question en fait de la démocratie, puisqu'en fait finalement si l'Union européenne est très peu connue par le grand public, c'est aussi parce que c'est très compliqué de comprendre en fait ce qui s'y passe et de pouvoir en fait exactement analyser tout ce qui découle en fait des politiques européennes. C'est un peu le même contexte qu'on a en France finalement. S'il y a une défiance vis-à-vis en fait du vote et qu'on a une abstention qui est record, c'est parce qu'en fait la population et les citoyens qui votent ne comprennent pas en fait l'intérêt qu'ils vont avoir en fait de se déplacer un dimanche matin pour essayer de faire influer une ligne sur tout ça. Donc je pense que déjà il y a un enjeu au niveau de la jeunesse à travers l'Union européenne de pouvoir en fait remettre sur le devant de la scène ces questions en fait de démocratie, parce qu'en fait si on a une extrême droite qui est aussi forte et qui prend de plus en plus de place partout dans l'Europe, c'est aussi pour ça. C'est aussi parce qu'en fait on paye des années et des années en fait de politiques qui n'ont pas en fait permis aux jeunes d'être au cœur en fait de leur vie, d'être au cœur en fait de la société de demain, et donc à notre avis, déjà, il y a un sujet assez important et qui est assez large, et où les réponses sont quand même très compliquées à donner sur la question de la démocratie. Et puis après, il y a toutes les questions finalement sociales qui sont extrêmement importantes, parce qu'en tant que jeunes, oui, là, on est en études, mais on est les travailleurs et travailleuses de demain, et donc on a aussi notre mot à dire sur l'ensemble en fait des sujets qui sont traités par l'Union européenne, notamment sur le SMIC européen, comme disait Abdoulaye. On a aussi un enjeu à ce que les jeunes soient entendus là-dessus, parce que justement tout le monde dit fuite des cerveaux, etc. Les gens partent pour aller dans d'autres pays, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'ils partent? Peut-être parce que des fois le salaire il est mieux ailleurs. Et donc en fait, comment est-ce qu'on permet en fait de lutter en fait contre l'injustice sociale et surtout l'injustice climatique aussi à travers en fait ces instances-là qui sont en fait importantes pour aussi influer sur la stratégie et sur les politiques qui sont mises en place aussi en France directement et qui touchent notre vie en fait de façon plus concrète. Et puis après, le rôle des syndicats étudiants là-dedans, c'est de venir dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent comme société de demain. Par contre, on n'a pas de mot à dire sur quelle liste, qui tête de liste, etc. Parce que nous, notre rôle, c'est d'être le porte-parole en fait, des étudiants et des jeunes en, fait, en France. Hugo ? Oui, très brièvement, je pense que la question n'appelle pas davantage de développement, effectivement, que de dire que nous, on suit d'assez loin la question d'une liste unique ou non aux élections européennes. Nous, ce qui va compter, c'est justement les politiques qui vont ensuite être mises en place à l'issue de l'élection, et cela, on l'obtiendra notamment par la mobilisation, en forçant les décideurs, notamment du camp progressiste, à tenir leur engagement à l'échelle européenne et pas à avoir des reniements ou voilà, des espèces d'arrangements partisans. Donc cela nous intéresse assez peu en réalité. En revanche, voilà, nous on est là pour imposer nos idées, défendre nos idées, et la campagne européenne c'est une échéance qui est importante d'un point de vue citoyenne pour cela, pour imposer dans le débat public les questions européennes, mais les questions européennes et la jeunesse qui est souvent, comme on l'a dit, un angle mort. Mais voilà, c'est notre rôle et on n'a pas à aller au-delà, interférer, on reste bien évidemment indépendant de tous les choix des partis politiques sur le sujet et suivra l'actualité en tant que citoyen, mais on s'arrêtera là. Pour rebondir là-dessus, je pense que c'est aussi essentiel que nous, en tant
partis politiques, on fasse attention à respecter l'indépendance des organisations. Et donc, je caricature, si elles sont réunies ici, c'est pas pour dire qu'elles vont faire la campagne d'Europe Écologie Les Verts et qu'elles vont differ des tracts tous les 4 matins, mais c'est aussi, entre guillemets, de pouvoir avoir des temps d'échange et de temps de conviction. Parce que c'est vrai que si vous voulez aller differ des tracts, vous êtes tous les bienvenus. Mais l'enjeu central, c'est déjà d'essayer de faire en sorte de savoir qu'est-ce qu'on porte ensemble, comment on essaye de changer les choses et comment on peut avancer. Et que, à titre personnel, moi je crois au pouvoir d'entraînement, c'est en étant convaincu, en étant en capacité de porter des messages et de porter des discours que derrière on est en capacité de rassembler derrière nous. Et donc c'est aussi pour ça qu'on vous a tous invités, c'est que chacune de vos organisations, par sa singularité et son action, représente quelque chose, agit quotidiennement pour améliorer les choses à destination des jeunes, et c'est aussi reconnaître ça en vous laissant la parole, en vous demandant aussi votre avis lorsqu'on construit des projets de loi, de directives, quand on réfléchit et qu'on construit notre projet de campagne, on est en capacité aussi de répondre aux attentes de la jeunesse. Alors, Majdi, tu voulais intervenir ? Bonjour à toutes et à tous, donc pour me présenter rapidement, donc Majdi Charana, collaborateur parlementaire d'Aurélien Taché, député du Val d'Oise, qui s'excuse, qui voulait venir justement intervenir et débattre lors de ce débat, mais qui est retenu dans l'hémicycle. On a un texte sur l'augmentation des loyers, pour vous résumer, enfin voilà, il est assez important comme texte, donc c'est pour ça qu'il est retenu en hémicycle. Mais pour dire un peu ce qu'il aurait voulu vous dire, c'est déjà évidemment saluer le fait que les organisations de jeunesse en général discutent entre elles sur le projet qu'elles peuvent porter pour l'Europe. Saluer déjà ça sans forcément parler de qui est-ce qu'on met devant et compagnie et tout, ou de si un ou deux ou combien. Mais en tout cas, le fait de pouvoir discuter, d'avoir des cas de discussion est assez important à gauche pour qu'on puisse aussi se comprendre et savoir ce qu'on porte chacune et chacun. Et après, sur le fond du sujet, Aurélien, donc avec Aurélien, on travaille beaucoup sur l'aspect de la précarité étudiante. On a porté beaucoup d'amendements là-dessus. On a porté aussi une proposition de loi sur l'allocation d'autonomie, donc à l'échelle française. Donc on ne peut que souhaiter et saluer le fait qu'on puisse porter une allocation d'autonomie, ou en tout cas un revenu ou bourse à l'échelle européenne pour l'ensemble des jeunes et des étudiants du coup qui étudient et qui galèrent. Et évidemment sur la question sur le montant sur le seuil de pauvreté, pour permettre à ce que ces montants de bourse puissent aider réellement les étudiants et répondre aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer, quel que soit le territoire européen dans lequel ils étudient. Et pour pas être trop long aussi, la semaine prochaine on fera une conférence sur les discriminations, donc c'est aussi un autre volet sur lequel on travaille énormément. Donc, on vous invite évidemment toutes et tous à venir mercredi prochain de 14h à 18h à la conférence sur les discriminations. Évidemment, Abdoulaye, si tu veux intervenir, je pense que ça pourrait être intéressant que tu viennes la semaine prochaine, puisque dans ces différentes tables rondes, donc on va avoir plein d'invités qui sont évidemment présents ici, mais on va aussi avoir des débats sur la question des discriminations sociales, mais aussi territoriales, sur les difficultés qu'on peut avoir lorsqu'on est jeune pour accéder aux différents services publics, mais aussi aux différentes aides, aux différents choix de vie qu'on va pouvoir faire, que ce soit sur l'aspect éducation, logement, il y a plein de choses qui manquent dans certains territoires et qui créent des discriminations, mais il y a évidemment aussi la discrimination que subissent les personnes racisées et les personnes LGBTI et toutes les discriminations qu'on peut subir. Et donc parler de ce sujet, ça nous semblait aussi important d'en parler à l'Assemblée nationale, et donc on le fera la semaine prochaine, et on continuera bien sûr à discuter et à travailler avec l'ensemble des personnes qui s'intéressent à ces sujets, notamment du coup Abdoulaye. Donc tu es encore une fois la bienvenue. Merci à vous en tout cas pour la petite intervention et pour échanger sur ces sujets. Bonsoir, je m'appelle Salomé. Du coup, je voulais parler d'un autre sujet, mais du coup, j'en profite pour revenir sur la question des discriminations, où en effet, comme on parle ici d'égalité des chances, je pense que c'est en effet important de rappeler qu'aujourd'hui, la jeunesse européenne, elle aspire aussi à vivre dans une société où l'égalité des chances est garantie et où en fonction de son orientation sexuelle, son genre, sa racisation, etc., on puisse avoir une égalité des chances qui soit garantie. Je pense que c'est important d'en parler quand on voit aujourd'hui à l'échelle européenne qui est quand même... on est censé quand même avoir des droits qui soient garantis en Europe, mais on a quand même plein de pays qui reviennent sur plein de questions comme ça, que ce soit le droit à l'avortement, le droit
d'union civile entre deux personnes de même sexe. Et je pense que, je voulais le rappeler parce que justement, t'en parlais Majdi. Mais du coup, non, je voulais revenir sur la question. Je voulais revenir sur la question d'une uniformisation, ou en tout cas, pouvoir y tendre des aides sociales, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en Europe, on a quand même des systèmes qui sont extrêmement disparates. Entre le Danemark, ça a été évoqué, avec une aide un petit peu universelle, pas trop, pour les décohabitants, c'est pas entièrement clair sur ça. Si on parle de l'Allemagne, avec un système de prêt étudiant qui est assez fort, l'Espagne avec des bourses qui sont avec des montants plus élevés, mais par contre avec tout un aspect critère de méritocratie, etc., qui est beaucoup plus élevé. Et donc c'est aussi une interrogation que je porte. Je ne sais pas si on aura la question à y porter ce soir, mais c'est comment dans une Europe qui est aujourd'hui unifiée sur certains sujets, mais qui reste très très différente sur plein d'autres, notamment la question des aides sociales, où chaque pays a encore sa propre vision de la jeunesse, de l'émancipation des étudiants, etc. Comment on fait aujourd'hui pour tendre vers un système qui puisse... où du coup la jeunesse puisse être vue dans son ensemble comme un groupe qui aspire à une émancipation, et ça passe par évidemment le droit de pouvoir étudier dans une université gratuite, mais aussi le fait de pouvoir avoir tout un tas d'aides sociales comme une allocation d'autonomie qui puisse aider à y réussir. Et je pense aussi à la question de l'uniformisation qui est importante, d'autant plus quand on entend, alors ils ne sont pas là ce soir, mais d'autres organisations étudiantes qui peuvent revendiquer le fait d'avoir une forme d'aide universelle, mais basée sur le seuil de pauvreté européen, alors qu'on a des niveaux de vie qui ne sont pas du tout les mêmes en fait en Europe. C'est une question qui est assez large, mais c'est comment est-ce qu'on peut réussir à avoir un modèle qui soit uniforme sur la question des aides sociales, avec des pays où on part quand même de très loin en termes de différences actuellement. Merci. Merci. Pour laisser un peu de temps à la dernière séquence, déjà un premier élément, ou en tout cas pour nous attarder, en tout cas sur la question de la discrimination et notamment de l'enjeu au niveau européen, il faut bien avoir en tête que le Parlement européen, c'est un peu un parlement compliqué, pour dire les choses très poliment, et où la gauche est loin d'être majoritaire, et loin d'être majoritaire toute seule. Là, pour vous dire un peu le contexte européen, et certains d'entre nous, notamment, ont pu profiter d'une formation là-dessus, mais il y a un vrai enjeu, en tout cas, à ce qu'on agisse au niveau européen et qu'on fasse attention, parce que face aux montées, en tout cas, des mouvements réactionnaires à travers l'Europe, face aux tendances de repli sur soi, ce qu'on s'aperçoit, c'est que toutes les avancées sociales qu'on pense acquises, que ce soit sur la question des discriminations, que ce soit tout simplement la lutte contre les discriminations, aujourd'hui elles sont remises en cause au niveau européen. Quand on a Marine Le Pen qui va sur un bal fasciste encore une fois cette année et qui passe tout simplement comme un élément mondain en tout cas d'activité, ou en tout cas un élément un peu quotidien finalement qui n'engendre même plus en tout cas de réaction protestataire, ça illustre de quelque chose. Quand on voit effectivement qu'à travers l'Europe, c'est même au-delà en tout cas du débat du Brexit, au-delà du débat finalement d'États qui voudraient tout simplement quitter l'Union européenne pour se refermer sur soi, on a une Union européenne qui assume le fait à la fois d'être libérale et qui assume également des fois des propos xénophobes, qui assume le fait effectivement de pouvoir remettre en cause toutes nos avancées sur la question de la lutte contre les discriminations. Et il y a une illustration un peu parfaite en France, c'est par exemple la campagne qu'a fait l'Union européenne sur la question du voile, où le seul pays européen qui est monté au créneau, c'est nous, pour dire que c'était scandaleux qu'une femme voilée puisse dire qu'elle était libre, tout simplement parce que c'était en opposition avec nos valeurs. Et on a tendance des fois à se dire qu'on est les plus, entre guillemets, les plus progressistes au niveau européen, que finalement ce serait l'Europe de l'Est qui menacerait nos valeurs républicaines. Des fois, il faut aussi qu'on se regarde. En France, on est loin d'être les exemples sur la question de la lutte contre les discriminations au niveau européen, et je pense que c'est un peu important qu'on l'ait en tête. Et là-dessus, je vais en profiter pour faire la transition, parce que la jeunesse, c'est pas juste la jeunesse qui est scolarisée, c'est comment on peut agir aussi
à destination de l'ensemble de la jeunesse, pas juste comme un temps de formation, mais aussi comme un temps de vie. Comment on est en capacité de garantir à l'ensemble des jeunes, sur l'ensemble de leur parcours, en formation, en dehors, tout simplement de pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Donc je vais laisser la parole à Camille pour la première intervention. Bonsoir à toutes et tous. Alors, la question de la précarité des jeunes en général, on peut l'aborder du coup de plusieurs manières. Abdoulaye, tu viens de le dire, il y a la question des jeunes qui ne sont pas en formation. Ceux qui ne sont pas en formation, pas en emploi, sont des jeunes qui sont souvent oubliés dans nos politiques publiques. En France, on le voit, les jeunes n'ont pas accès au RSA en dessous de 25 ans. C'est le cas dans plusieurs pays en Europe. Je pense qu'il y aurait une question peut-être à penser sur l'harmonisation sociale des minima sociaux dans l'Union européenne, qui se baserait sur un pourcentage des revenus médians de chaque pays. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit porter au niveau des écologistes. Cette question des jeunes qui sont ni en emploi ni en formation, en Europe, j'avais cherché quelques chiffres tout à l'heure, en Europe ça concerne 13,7% en moyenne des gens entre 18 et 24 ans. En France, c'est plus que ça, on est à 14,4%. Donc c'est énorme. Et nous, ce qu'on propose là-dessus, c'est plus qu'un minima social comme au montant du RSA, ce serait une allocation d'autonomie. Donc les syndicats étudiants, tout à l'heure, en ont parlé. Les écologistes portent une allocation d'autonomie qui serait accessible à tous les jeunes, donc en formation ou pas, car on pense que cette allocation d'autonomie permettrait aussi aux jeunes qui sont dans une situation parfois compliquée, juste de reprendre pied aussi quelques mois avant justement de pouvoir retourner en formation. Ce serait une aide de 1 100 € par mois, qui serait versé donc automatiquement, quel que soit le rattachement ou pas au foyer familial. Sur la question peut-être des jeunes qui sont pour le coup en emploi, mais en emploi précaire, on soutient évidemment l'idée d'un SMIC européen. Mais on pense aussi à tous les travailleurs précaires, notamment ceux des plateformes uberisées qui concernent vraiment beaucoup de jeunes en Europe. On s'en préoccupe pas trop, on se dit finalement de quoi ils se plaignent, ils ont un job, ça forge la jeunesse de faire du vélo pour aller livrer des repas. Donc ça c'est quelque chose sur lequel les eurodéputés se sont beaucoup mobilisés pendant ce mandat. En ce moment, on a donc des décisions qui sont en train d'être prises au niveau de l'Europe, peut-être pour reconnaître un statut de salarié aux livreurs de ces plateformes uberisées. Et donc oui, je pense qu'en tant qu'écologiste, on doit se battre sur toutes ces attaques en fait, au statut des travailleurs qui peuvent être faites. Donc là, on a le cas des auto-entrepreneurs. Mais en fait, on ne sait pas ce que pourraient nous préparer les libéraux pour, une fois de plus, essayer d'attaquer les droits des travailleurs. Et donc nous, on vise plutôt l'idée d'avoir l'emploi pour tous et des emplois bons pour le climat. On porte l'idée d'un Green New Deal, donc un plan d'investissement massif dans un certain nombre de secteurs pour engager la transition écologiste. On portait lors de la précédente campagne un Green New Deal avec 600 milliards sur 2 ans pour investir notamment dans l'industrie et la relocalisation. Je ne sais pas ce qu'on portera sur la prochaine élection, mais j'imagine qu'en tout cas, l'envie d'investir dans nos services publics et pour l'emploi restera bien là. Sur la question de la précarité des jeunes de manière générale, on a donc tous ces dispositifs d'aide directe. Il faut aussi évidemment qu'on agisse sur les questions de santé, de transport, de logement, donc tout ce qui touche en fait aux principaux postes de dépenses des jeunes en dehors de la nourriture. Et
Et donc sur ça, forcément, on a envie que l'Europe soutienne massivement les services publics en Europe. C'est forcément également peut-être des dispositifs pour les jeunes au niveau du train. Karima Delli proposait notamment récemment un ticket climat sur le modèle de ce qui a été mis en place en Allemagne, c'est-à-dire un ticket qui permet de prendre le train pour un abonnement annuel illimité à très bas prix. En Europe, on a Interrail, donc on se dit qu'on pourrait avoir un investissement de l'Europe pour faire baisser le prix de ces abonnements Interrail. Également, il y a toute la question, je pense, des blocages des prix, donc des prix des biens de première nécessité, mais également la question des prix de l'énergie, qui nous a quand même pas mal concerné ces derniers mois. Parce que les jeunes, les étudiants jeunes vivent majoritairement dans des logements qui sont très souvent mal isolés, parce qu'on est très souvent locataire en fait, locataire dans des logements qui restent sur le marché, finalement des logements que les propriétaires louent à très bas prix parce qu'ils n'ont pas forcément envie de rénover. Et donc c'est pour ça qu'on subit aussi de plein fouet ces augmentations de prix de l'énergie et que de très nombreux jeunes se privent de chauffage. Donc d'où les politiques qu'on doit mettre en place à la fois sur la rénovation thermique des bâtiments mais également sur les blocages des prix. J'ai déroulé un certain nombre de sujets. Je voulais juste peut-être parler aussi sur le logement de la question, en fait peut-être une question qu'on n'aborde pas souvent mais qui est l'âge à laquelle les jeunes peuvent quitter le logement familial. Parce que en regardant un peu ces chiffres-là en Europe, on a des disparités qui sont assez importantes. Un jeune en moyenne dans l'Union européenne quitte le foyer familial à 26 ans et demi. En France, on est en dessous, on est à 23 ans et demi. En Grèce, on est à 33 ans. Et en fait, en regardant un peu les raisons, la principale, c'est la situation économique. Et en Grèce, on a un taux de chômage qui est de plus de 35%. Donc je parlais tout à l'heure de l'investissement dans les services publics. Je pense qu'avec l'Union européenne, on doit vraiment investir dans un service public de logement social qui bénéficiera à la fois aux étudiants mais aux jeunes de manière générale. Je vais juste réagir rapidement sur la rénovation thermique, puisqu'en fait c'est aussi un sujet qui concerne énormément les lycées, parce qu'il y a très peu de lycées en réalité qui sont dans des bonnes, je sais pas comment on appelle ça, mais des bonnes conditions thermiques. Et on a beaucoup en fait des lycées où il va faire trop chaud l'été, où pendant on va faire des épreuves à ce moment-là c'est quand même très compliqué, des lycées où il va faire très froid l'hiver, où c'est compliqué de réviser, et en fait on voit ce problème où il commence beaucoup plus à se développer, où il y a quelques années c'était dans un lycée du 94 qui était rempli d'amiante, où là il y a une nouvelle étude qui est parue où il y a quand même beaucoup de lycées avec beaucoup d'amiante, et juste pour rappel l'amiante n'est pas très bon pour la santé, il faut éviter de la respirer, et là même dernièrement, c'était il y a 1 mois et demi je crois, on a appris dans 93, il y avait un lycée qui s'appelle Paul-et-Loire où en fait les élèves font cours sous la flotte, avec des inondations, des plafonds qui lâchent, et même dans mon lycée il y a un plafond qui s'est lâché, et ça commence à se répandre, et encore une fois en fait on voit bien que c'est très souvent inégalitaire, puisque ces lycées qui sont concernés, c'est pas les grands lycées, c'est des lycées de banlieue. Dans le 93, c'était en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, il y a 6 mois, on avait des élèves qui faisaient cours dans le noir, avec comme seule lumière, la lumière de leur lampe torche de téléphone. Et je ne suis pas sûr que pour réviser un cours de maths ou quoi que ce soit, c'est très facile de le faire avec son téléphone. Et en fait, tout ça fait qu'il faudrait aussi voir au niveau européen pour accorder une aide financière, parce que l'Union européenne finance aussi les lycées, leur rénovation, et augmenter cette dotation pour permettre aux lycées d'être rénovés et que nous, lycéennes, lycéens, puissent réviser dans de bonnes conditions. Et c'était ma dernière intervention, parce qu'en fait, j'ai mon dernier RER à 21h30 et j'ai mon grand orage demain à 9h, et il faut que j'aille réviser. Merci beaucoup. Merci. Et donc on en profite par ailleurs, enfin j'en profite déjà aussi pour remercier toutes les organisations de jeunesse qui ont fait le choix de venir, parce que pour le coup c'est pas une période facile et je sais que chaque organisation est très attelée en ce moment sur pas mal de sujets, donc merci beaucoup elle d'avoir pris du temps pour pouvoir venir.
Ouais, vas-y. Attends. Je vais juste rajouter un petit élément et après je te laisse intervenir. Il y avait normalement l'intervention de la FESEF, l'association des étudiants sénégalais, qui malheureusement ont dû avoir un problème de connexion, donc on n'arrive plus à la retrouver. Je vais juste vous donner les principaux éléments pour avoir pas mal échangé avec eux. Premier élément en tant que tel qui peut être important à avoir en tête, c'est que, en fait, très souvent, notamment quand on parle de la question des étudiants étrangers, on s'imagine juste que, finalement, il y a quelques galères en tant qu'étudiant et puis que les choses avancent, alors qu'en réalité, c'est des galères quotidiennes qui, à la fois, concernent directement sur le fait d'être étudiant, mais qui concernent directement le fait d'être étranger. Premier élément, c'est qu'aujourd'hui, on a un système universitaire qui n'est pas du tout adapté à la situation des étudiants étrangers, c'est le moins qu'on puisse dire, avec globalement beaucoup plus de démarches à faire pour dire les choses simplement, et surtout au-delà de ça, c'est même un État qui s'organise contre finalement la place des étudiants étrangers, avec l'entrée sur le territoire, où on va vous demander tout simplement de payer des frais particulièrement importants. On va vous demander de pouvoir garantir financièrement que vous êtes en capacité de rester sur le territoire. On va vous demander tout simplement de ne pas travailler, ou du moins de ne travailler que dans certaines conditions, que dans certains types d'emplois. Et donc globalement, on va vous demander tout simplement de travailler au noir. Alors évidemment, il ne faut pas se faire attraper, même si ironiquement, quand on est attrapé, le fait de travailler au noir est vu comme quelque chose de positif pour pouvoir obtenir un titre de séjour, ce qui montre quand même quelque chose et un peu de l'hypocrisie du système. Et au-delà de ça, c'est des galères du quotidien. C'est-à-dire aujourd'hui l'accès aux aides sociales, qui n'existe quasiment plus. C'est un système qui est quasiment inadapté et surtout sur lequel systématiquement il y a des suspicions. Des suspicions finalement selon lesquelles finalement les étrangers finalement seraient là pour profiter du système, pour profiter des aides sociales. C'est en ce moment par exemple une réforme qui s'annonce, une nouvelle loi sur l'immigration qui vise à durcir même l'accès à la santé aux étudiants étrangers. Tout simplement parce qu'on doit garantir finalement que la santé ne serait réservée qu'aux Français, aux personnes communautaires, comme si finalement quand on était malade et étranger, ça restait entre les populations étrangères. En dépit de tout bon sens, en dépit de tout ce qu'il peut y avoir d'humain. Et c'est pas quelque chose qui est purement français, on le voit à travers l'Europe, c'est quelque chose qui se multiplie, c'est même au-delà purement entre guillemets de l'Union européenne, on peut penser au Royaume-Uni, qui a une illustration très récente, qui finalement a décidé que ses frontières d'accueil, c'était pas l'Angleterre, c'était un pays d'Afrique. Donc il fallait envoyer toutes les personnes qui demandaient leur titre de séjour dans un pays d'Afrique et finalement les bloquer là-bas et s'assurer tout simplement qu'ils ne restent pas en France. C'est... je tairai ce pays d'Afrique qui était d'accord sur l'accord financier, même si pour le coup on peut trouver ça particulièrement scandaleux, mais tout simplement ce rapport-là il se retrouve ailleurs. Il peut se retrouver en Italie, il peut se retrouver notamment dans les pays de l'Est. Et cette difficulté pour les étudiants étrangers, elle se retrouve également dans tous les temps de la vie, comme je disais, mais également en fin d'études. Après avoir passé plusieurs années, après avoir validé son diplôme, on nous demande encore une fois de prouver finalement qu'on est légitime à rester sur le territoire français. On nous demande à prouver qu'on est légitime parce qu'on ne volerait pas un emploi à un Français qui serait sur le territoire. Alors, c'est un peu ironique, et il y a l'une des illustrations qui est parfaite en ce moment en Ile-de-France, c'est la question des Jeux Olympiques. Les seuls endroits où finalement, autour des travaux, il n'y a plus de contrôle d'identité. Alors là, on a le droit d'être étranger. Par contre, pour pouvoir travailler, quand on a un master, là, finalement, c'est plutôt problématique. Et l'un des enjeux, en tout cas, que nous, on doit avoir au niveau européen, pour reprendre entre guillemets ma voix, c'est tout simplement de savoir comment, justement, on s'adresse à ces populations. Comment on arrête en tout cas d'avoir un discours qui est uniquement centré entre guillemets sur la population purement française, sur finalement les personnes qui entre guillemets ne sont pas vues comme étrangères. Comment on fait en sorte que l'Union européenne, qui est quand même fondée sur le fait de pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur, avec notamment toutes les réflexions qui aient pu mener à l'espace Schengen, le fait finalement de se dire qu'on pouvait quitter le territoire français avec toute facilité. Alors, sans vouloir rentrer directement sur les expériences de discrimination personnelle, on sait tous que quand on se rapproche de la frontière et qu'effectivement on ne paraît pas très blanc, automatiquement les contrôles qui ne devraient plus exister sont quand même particulièrement prégnants.
Donc on a un enjeu en tant que parti politique, acteur de la société civile, à avoir un discours à destination de ces populations-là, et pas juste, entre guillemets, se parler qu'à nous-mêmes, parce qu'elles sont présentes, elles agissent au quotidien, elles participent à faire grandir la France, mais que très souvent, tout simplement, on les oublie, et particulièrement quand il y a des difficultés. Alors j'ai vu que tu avais levé la main, donc je te passe le micro. Je suis étudiante à Paris Cité, donc juste à côté. Je suis étudiante en licence et donc j'ai monté mon syndicat, donc je suis syndicaliste également. J'ai monté mon syndicat local qui s'appelle Écume et qui fait partie de l'Union étudiante. Et je suis étudiante reconnue en situation de handicap et moi je voulais poser cette question. C'est qu'on parle de l'inclusion des jeunes, on parle de leur donner les moyens de réussir, de leur donner les moyens de faire leurs études, donc de leur donner les moyens d'entrer dans le monde du travail, etc. Mais moi, ma question, c'est comment on leur donne ces moyens-là quand on est en situation de handicap, qu'on a des besoins, etc. Et que déjà en France, il y a un énorme travail à faire là-dessus. Dans les universités, si on regarde, il y a un énorme travail à faire sur la question du handicap, sur la question de l'inclusion. Et donc, ma question, tout simplement, c'est au niveau de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour permettre à tous ces jeunes qui sont un peu oubliés, en fait, de réussir, qu'il y ait une égalité des chances. Donc voilà, ma question, c'est la suivante. Donc, merci. Donc je suis militant mutualiste et du coup, moi j'avais des questions parce que vous n'avez pas beaucoup parlé de santé, bon, à part d'amiante dans les murs des lycées, malheureusement, mais du coup, sur les questions de santé, en fait, on a des jeunes qui galèrent en vrai, déjà à se nourrir, etc. Et surtout, toutes les questions de déterminants de santé sur le logement, sur s'alimenter, etc. C'est déjà une chose. Mais par exemple, sur le système de santé en tant que tel, sur l'accès à des soins, en fait, qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne? Parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites en France, certaines choses qui ne se font pas. Par exemple, sur les médecins, où en fait on n'impose pas aux médecins en fait de s'installer, ils ont une liberté d'installation en France, dans d'autres pays de l'Union européenne c'est pas forcément le cas. Enfin en gros, qu'est-ce qui à l'échelle de l'Union européenne serait aussi faisable là-dessus? Sur les questions de santé, on l'a vu, on n'a pas un niveau d'intégration exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. On a un système de santé qui est très divers et très disparate au niveau de l'Union européenne. Et la période de pandémie qu'on a vécue, elle illustre parfaitement cette situation, mais surtout elle illustre qu'il y a un seul élément sur lequel on est tous d'accord, ou en tout cas au niveau européen et l'ensemble des États, c'est que finalement la santé, ça n'a jamais été le premier budget financé, ou en tout cas les conditions de vie et les conditions d'accès de l'ensemble de la population. Ces derniers mois, ces dernières années, notamment quand on regarde au niveau français, on a un système de la santé qui s'écroule. On peut regarder ce qui s'est passé en Italie ou en Espagne pendant la période de pandémie, où on s'est retrouvé avec une situation sanitaire et des difficultés sans précédent, avec notamment, pour le coup, des personnels de santé qui ont été amenés à devoir jouer plusieurs rôles, à s'habituer à soigner avec des masques de plongée, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir tout simplement se protéger, ou tout simplement de faire le choix de mettre leur santé, et parfois même la santé de leurs proches en difficulté, tout simplement pour pouvoir continuer à exercer leur métier et essayer de sauver des vies. Et si on peut se dire que la période de pandémie, elle était exceptionnelle, et que si tout se passe bien, ça ne devrait pas arriver, en fait, la réalité, elle nous oblige à nous dire que en fait, la situation risque fortement de se dégrader. On a des professionnels de santé à travers l'Europe qui continuent à montrer plus que jamais leur insatisfaction sur leurs conditions de travail, leur ras-le-bol, leur difficulté à pouvoir tout simplement continuer à accepter de travailler dans des conditions sans précédent. Et parallèlement, un système de santé qui a été tellement jamais pensé au niveau européen comme au niveau français, où on peut prendre l'exemple de ce qu'en santé on appelait les mercenaires, c'est-à-dire en fait que dans plein d'hôpitaux, dans plein de territoires, en fait on n'avait pas les moyens d'accueillir assez de professionnels de santé parce que le territoire n'était pas assez attractif. Donc qu'est-ce qu'on a inventé? Le fait de surpayer des médecins. Alors c'est des médecins qui ne sont pas salariés par l'hôpital, enfin qui ne sont pas titulaires d'un hôpital, qui sont là tous les autres jours comme les autres salariés, mais par contre eux ils gagnent 10 fois plus que leurs voisins.
Et cette situation, elle illustre le fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais de réflexion, ne serait-ce qu'au niveau français, sur quelle santé on va avoir. Et cette situation, elle se retrouve au niveau européen, avec certains qui, pour le coup, font le choix des fois de changer de pays en fonction de leurs difficultés de santé. Avec effectivement des pays, notamment nordiques, qui n'ont pas du tout le même rapport à la santé que nous. Et pour le coup, on a besoin, notamment sur les questions de jeunesse, sur les questions de santé aussi en règle générale, de pouvoir avancer au niveau européen. Et surtout, on l'a vécu une période sous cloche qui a révélé plein de problèmes de santé des jeunes. Parce que, effectivement, le fait d'être enfermé, le fait d'être confronté à un niveau de mal-être quand même pour beaucoup de jeunes sans précédent, ça a révélé tout un tas de difficultés. Et aujourd'hui, on a besoin de pouvoir avancer. La question tout simplement de la crainte vers l'avenir, la crainte de l'avenir vers une planète où on ignore tout simplement dans quelles conditions on pourra vivre, ne serait-ce que dans 30 ans, c'est pas neutre. Le fait qu'aujourd'hui on sache que quand on a des difficultés de santé, aujourd'hui par exemple appeler une ambulance ça coûte de l'argent parce qu'on considère que finalement vous pouvez trouver vous-même les moyens de pouvoir y aller, parce qu'il y aurait trop d'abus. Tout ça, ça illustre d'une situation sur laquelle on a besoin d'avancer aussi au niveau européen et pour le coup sur laquelle il commence à y avoir des brèches sur la question tout simplement de l'Europe du médicament, le fait qu'aujourd'hui on produit très peu de médicaments au niveau européen, sur le fait tout simplement qu'aujourd'hui nos centres de santé commencent à être désertés, sur le fait que les professionnels de santé continuent à se détourner en tout cas des hôpitaux publics. Il y a besoin de pouvoir avancer. Alors il y a des premiers chantiers, mais le but c'est de pouvoir aussi aller plus loin sur ces questions-là. Sur les questions de santé, on a parlé tout à l'heure d'un plan d'investissement dans les services publics. Je pense qu'une santé de qualité, ça passe avant tout par ça. Je pense qu'on est aussi dans une situation en Europe où, quelque part, entre États, on se fait concurrence au niveau des travailleurs en santé. Donc on voit des aides-soignantes ou infirmières, infirmiers espagnols venir travailler en France. On voit des Français aller travailler au Luxembourg, etc. Et c'est un peu à qui paiera le mieux finalement dans les pays voisins. Moi j'ai vécu 2 ans à Metz, donc en Moselle. En Moselle, les services de santé sont déserts, ils n'arrivent pas à recruter, c'est rempli d'intérimaires qui font juste des contrats courts avant de trouver mieux chez eux. Parce qu'en fait, les travailleurs vont au Luxembourg, où un aide-soignant, une aide-soignante est payé 4 000 € par mois. Donc forcément, ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je pense qu'on devrait agir. Il y a la question aussi des études. Tout simplement, on en parle peut-être un peu moins, mais tous ces étudiants qui vont passer leur diplôme en Roumanie ou pour les études, pour d'autres types d'études en Belgique, etc., c'est une question qui nous concerne sur le numerus clausus en France, sur la manière dont on aborde l'insertion après des jeunes médecins. En France, je pense qu'il y aurait peut-être des décisions à prendre au niveau européen pour essayer un peu d'harmoniser la manière dont on peut accéder à la profession de médecin. Sur la question du handicap, la caméra est partie. Sur la question du handicap, tu prends le relais de la camarade, c'est ça? Non, en plus la question était ciblée sur le milieu étudiant, donc je pense peut-être aussi les syndicats auront un mot à dire là-dessus. Pour nous, c'est clair qu'il y a un manque d'investissement déjà dans les infrastructures. Il y a encore beaucoup trop d'universités où tout n'est pas accessible, tout n'est pas adapté, et parfois ça passe dans des petites choses. Ça passe dans des... Les retours. Oui, les retours. Je sais pas, pardon. tu m'as coupé dans mon élan. Mais oui, ça passe dans des petites choses et parfois, rien que, j'en sais rien, des tables en extérieur pour déjeuner où des bancs sont installés, des sortes de tables de pique-nique où du coup des personnes, par exemple en fauteuil roulant, ne peuvent pas s'installer. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est vrai qu'on a tendance à penser juste au fait de pouvoir accéder à un amphi, mais en fait la vie étudiante, c'est pas juste aller en cours, c'est aussi tout ce qu'il y a autour.
Et donc ça, c'est clair que les universités ont pas mal de choses à faire. Il y a aussi la question de comment on permet à chaque étudiant, étudiante de pouvoir assister à ces cours et être en examen avec peut-être des accompagnants. Ce sont des obligations et on voit pour autant parfois que quand les étudiants font cette demande, ils se voient se fermer des portes ou on leur fait comprendre que clairement l'université a autre chose à gérer. On a le cas d'une étudiante récemment qui apparemment est en conseil disciplinaire, je sais pas le mot, ouais c'est ça. Parce que soi-disant elle aurait harcelé l'administration alors qu'elle voulait juste pouvoir passer ses examens. Donc peut-être que les syndicats étudiants pourront en parler, en dire un mot. Mais Ouais, c'est bon, on t'entend. Ouais. D'accord, merci beaucoup de nous convier à cette rencontre en ligne. Bon, c'est un plaisir pour nous de prendre part à cette rencontre. Ces tensions politiques-là n'ont pas laissé les universités sénégalaises indemnes. Parce qu'au cours de ces confrontations entre le pouvoir en place et l'opposition, les universités sénégalaises ont subi beaucoup de dégâts. L'université qui nous concerne, en particulier l'UCAD, a subi plusieurs pertes, notamment des chapiteaux ont été incendiés, un chapiteau. Il y a des archives de la faculté de médecine et de la faculté des sciences humaines qui ont été incendiées, de même que beaucoup de véhicules à la fois du personnel appartenant au personnel ou bien les véhicules qui permettaient de transporter le personnel. Et suite à cela, bon, que ce soit l'université de Dakar, l'université de Ziguinchor, de Saint-Louis, tous avaient fermé leurs portes. Et là, il est préconisé à Dakar et à Saint-Louis un retour en ligne, reprise des cours en ligne et une reprise des cours en présentiel à Ziguinchor, Thiès, Bambey. Bon, concernant le sujet, bon, je pense qu'il est question de réfléchir sur la précarité des étudiants et par rapport à la mise à disposition pour un minimum de bourses européennes. Et il est question aussi de parler de l'égalité des chances avec cette communauté qui nous a conviés à cette rencontre. Comme vous le savez aussi, le Sénégal fait partie des pays, est un pays non seulement pauvre, mais endetté. C'est un pays à la fois pauvre et endetté. Et c'est ce qui a permis à l'État ici au Sénégal de réfléchir sur des enseignements supérieurs, à la gratuité des enseignements supérieurs, mais aussi à la dotation de bourses aux étudiants. Bon, le minimum nécessaire, 40 000 pour des bourses. Pour des bourses entières, des demi-bourses de 20 000 francs et des bourses d'excellence de 65 000 francs et pour le second cycle, ceux qui sont en master et en doctorat. Donc, au regard de cette précarité qui règne dans notre pays, et parlant pour les étudiants étrangers qui sont en Europe, je pense qu'il est primordial aussi qu'ils soient dotés de bourses, mais aussi de réfléchir au programme européen d'offre de bourses non seulement, mais de réduction envers ces communautés-là des frais de scolarité. Parce que nous n'avons pas les mêmes niveaux de vue. Certes, on peut tous être étudiants-chercheurs, avoir peut-être le même niveau d'intelligence ou bien les mêmes domaines de prédilection, mais ce qui peut nous faire défaut, c'est cette manque criarde de bourses d'accompagnement ou bien de bourses pédagogiques, mais aussi la prise en charge des frais de scolarité. Et je pense que ce soit nos gouvernements ou bien les gouvernements européens devraient réfléchir dans cette logique pour permettre une égalité des chances entre étudiants sans distinction aucune, en ne prenant en compte aucune nationalité. Et je pense que c'est primordial aussi. Bon, je ne sais pas, bon, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Certes, j'avais un problème de batterie, raison pour laquelle je n'ai pas pu continuer à suivre la réunion en ligne. Pendant un moment, j'étais déconnecté pour prendre la peine de recharger un peu mon téléphone parce que je me connecte avec un smartphone.
Là, bon, je vais continuer à suivre. S'il y a toutefois une possibilité d'intervenir sur les discussions, je manifesterai la volonté de participer et de venir au débat. Merci beaucoup. Une affaire absolument scandaleuse qui s'est déroulée à l'université Paris-Cité pendant plusieurs années, où on a eu une étudiante qui demandait simplement l'application de son régime d'études en lien avec le handicap, et non seulement l'université n'a pas respecté cette obligation de mettre en place ce régime d'études, mais en plus l'a poursuivi pour un soi-disant harcèlement à l'encontre des professeurs et des personnels de l'université. Et cette affaire, elle a été loin, parce qu'elle a été non seulement en section disciplinaire de l'université, mais elle a été jusqu'en CNESER, c'est-à-dire à l'échelon national en appel, et grâce à une mobilisation intersyndicale à l'échelle de l'université Paris-Cité, nous avons obtenu la relaxe de Julie ces derniers jours, et donc c'était une victoire importante pour mettre un gros coup de stop à ces politiques validistes de la part de l'université Paris-Cité. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui restent à faire dans l'enseignement supérieur, et à l'échelle européenne, pour revenir sur cet échelon, on peut déjà obtenir et mettre en place des choses. Par exemple, si je ne dis pas de bêtises, l'Union européenne a été pionnière dans la lutte contre le handicap en signant notamment des traités internationaux, des conventions internationales de lutte contre les discriminations en lien avec le handicap, et notamment il y a la question financière qui est intervenue, puisque dans l'une des conventions signées par la Commission européenne, c'est notamment la mise en place d'un revenu minimal en lien avec le handicap, et donc c'est aussi porteur d'espoir justement, c'est-à-dire que si on est arrivé à ce sujet, évidemment on peut espérer l'étendre à d'autres aspects de la société, et pourquoi pas pour les jeunes. La question en fait du droit des étrangers, parce que l'actualité elle est quand même assez morose là-dessus. Je pense que vous avez peut-être dû voir passer la proposition de loi qui est portée aujourd'hui par le groupe LR à l'Assemblée nationale, qui est quand même assez scandaleuse, qui est tout l'inverse de ce qui a été dit par les différents intervenants, et où justement il y a des réflexions en fait aussi au niveau européen de qu'est-ce qui est fait, notamment sur la question de la caution à l'entrée et à la sortie en fait du territoire français pour les étudiants étrangers. Chose qui est déjà assez scandaleuse parce que l'OVE l'a montré de façon très claire. La crise sanitaire, c'est les étudiants étrangers qui ont été le plus majoritairement en fait impactés par la précarité et tout qui a explosé. Et face à ça, alors qu'on voit qu'on a toute une population d'étudiants qui n'arrivent pas à s'en sortir à chaque fin de mois, on a un gouvernement qui, sur la majorité, n'a pas mis en place de choses pour protéger ces jeunes et protéger ces étudiants. On est en plein en ce moment dans des discussions sur des réformes des bourses. À chaque fois que le cas des étudiants étrangers a été évoqué, ça a été révoqué aussitôt en nous disant le pays n'est pas prêt à cotiser et à mettre ses impôts dans des bourses pour des étudiants étrangers. Et à chaque fois que des choses sont mises en place, on les oublie et on nous dit ah oups, on a oublié, du coup on verra ça plus tard. Choses qu'on remet à plus tard, qui ne sont finalement jamais faites. D'où la nécessité justement aussi de pouvoir pousser la question en fait du revenu minimum européen sur certaines conditions, notamment sur l'inconditionnalité selon la nationalité, pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à l'enseignement supérieur et à s'émanciper grâce à ça, et ça partout en Europe, et peu importe d'où l'on vient ou sa carte d'identité dans son sac. Donc il y a un sujet là-dessus, et notamment sur le droit des étrangers aussi, parce que on a cette proposition de loi qui est horrible, parce que oui, il y a la question de la caution, il y a la question aussi de réaugmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers et étrangères, alors qu'on a déjà eu un gouvernement qui les a multipliés par 12 pour ces étudiants étrangers-là. Donc on va arriver à quoi? Il va falloir payer 10 000 € l'année pour pouvoir faire des études dans une université en France, alors que nous-mêmes, oui, il y a de l'amiante aussi, les murs tombent, même sur les nouvelles universités. On avait le cas de Paris 3 aussi, pas loin, où dès la rentrée, les murs, les plafonds du coup, sont tombés sur la tête des étudiants. Et donc il y avait des vraies questions en fait à se poser là-dessus, sur aussi le droit européen et toutes ces questions en fait finalement d'accueil des personnes du coup qui n'ont pas la nationalité d'un pays en fait de l'Union européenne.
Donc voilà un peu sur ça. Et puis après sur la question en fait du handicap, il y a des choses en fait qui sont aussi importantes à mettre en place. Que oui, il y a eu des traités, par contre, est-ce qu'ils sont tout le temps mis en place? C'est ça la vraie question. La question en fait de la visibilité et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est encore un travail qui est énorme à faire dans quasi l'entièreté en fait des pays européens. Et la France n'est pas un exemple là-dessus, parce que notamment il y a eu un long sujet sur l'AAH ces dernières semaines, et où en fait même sur ce sujet-là on a oublié les jeunes, alors que techniquement l'AAH on a le droit de la demander à partir de 16 ans si on prouve qu'on est des cohabitants ou qu'on nos parents ne nous aident pas, quoi. Sinon c'est à partir de 18 ans, c'est cumulable avec les bourses sur critères sociaux du Crous. Et pour le coup, les jeunes qui souhaitent faire des études ne sont même pas au courant en fait que ces dispositifs existent. Et en fait, dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, on a en fait une discrimination qui se met en place parce que ces jeunes-là n'ont pas les infrastructures certes pour pouvoir entrer du coup à l'université, mais ils n'ont pas les moyens non plus. Et donc c'est sûr que ça devient vite compliqué. Donc il y a des sujets à reposer aussi sur l'AAH et le fait de permettre à tous les jeunes de pouvoir y avoir accès, parce qu'aujourd'hui les délais de traitement pour avoir cette aide-là c'est 2 ans. Donc à partir du moment où on fait cette demande, c'est quand même très compliqué d'y avoir accès rapidement. Et ensuite, dernier petit point sur cette question-là aussi, où en fait finalement il y a un vrai travail d'accès aussi au droit, et notamment nous ce qu'on pousse à l'UNEF en ce moment, c'est que les MDPH puissent être vraiment accessibles à l'ensemble des étudiants, qu'ils soient nationaux ou étrangers, pour permettre finalement à tout le monde d'avoir accès à ses droits sur son université et pas faire 20 bornes ou 30 bornes pour pouvoir voir un conseiller qui n'est pas forcément tout le temps disponible et qui est encore moins disponible aux horaires où nous on est dispo. Alors, les 2 dernières interventions, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, et que notamment la cuisine ferme à 22h pour ceux qui veulent manger. Vas-y Majdi. Oui, du coup, recoucou, mais assez rapidement sur les 2 sujets. Je vais plutôt parler sur l'aspect international juste après, mais je voulais quand même rebondir sur la question du handicap, parce que pour le coup, je pense qu'il y a aussi un sujet sur le lien qu'on peut faire avec le sujet de la précarité, dans le sens où, évidemment, qu'il faut qu'on porte donc une allocation d'autonomie à l'échelle européenne qui puisse permettre à ce que l'ensemble des jeunes ne soient pas mis sur le côté, notamment les étudiants en situation de handicap. Mais rien qu'aujourd'hui, je pense que lorsqu'on a un Crous qui demande tous les ans des documents médicaux pour prouver aux étudiants le fait qu'ils sont en situation de handicap, c'est quand même assez scandaleux. Souvent, chaque année en tout cas, il y a des gros tweets qui percent, parce qu'en fait c'est le même mail du Crous qui demande à des étudiants de refournir une preuve qu'un des 2 parents est mort. C'est un peu la même chose dans des choses que le Crous demande d'une manière permanente en mettant en difficulté financièrement les étudiants. C'est que malheureusement, il y a certaines choses qui ne changeront pas d'une année à une autre. Lorsqu'un étudiant a besoin de demander une bourse, il en a besoin, et donc il faut juste faciliter les démarches. Et donc ça fait partie aussi des choses qu'on va pouvoir mener, que ce soit au côté Assemblée nationale, mais aussi au côté du Parlement européen. Et après, au niveau du sujet international, donc Aurélien est en commission affaires étrangères, il était à Dakar il y a 2 semaines, un truc comme ça. Et donc il est très mobilisé sur le sujet du Sénégal ces derniers temps, parce que il se passe quand même des choses assez extraordinaires sur le respect de la démocratie là-bas, et c'est important aussi qu'on puisse réagir et être aux côtés de nos camarades sénégalais sur le sujet, d'être aussi vigilant sur la répression qu'ils subissent, sur le respect de la démocratie, mais aussi pour revenir aussi aux difficultés que peuvent rencontrer aussi parfois les Sénégalais avec l'Europe. C'est tout simplement, lorsqu'on allait à Dakar il y a quelques semaines, un des problèmes qu'on a pu aussi constater, c'est les temps d'attente pour avoir un rendez-vous pour demander un visa. Des fois c'est plusieurs mois, des fois c'est 6 mois, et il y a même des marchés parallèles qui se créent à côté des ambassades, qui coûte hyper cher, et donc ce qui fait que venir étudier en France ou même en Europe devient le parcours du combattant. Et lorsqu'on arrive, comme l'ont rappelé les différents syndicats étudiants, donc c'est en plus les frais d'inscription qui sont exorbitants, et ce qui est encore plus scandaleux. Et donc voilà, donc c'est important de se préoccuper de ce qui se passe là-bas et de suivre l'actualité au Sénégal, et comme dirait Aurélien, Free Sénégal.
Merci Majdi. Très rapidement, notamment parce que certains doivent prendre leur métro et qu'il n'y a plus de ligne 14 à 22h. Donc très rapidement, déjà merci à tous et à toutes pour votre participation et d'être toujours là, en tout cas pour ceux qui restent. Mais en tout cas, je pense que c'est un peu important ce genre de temps. Alors là, c'est le deuxième qu'on pose un peu plus élargi maintenant sur la question de la jeunesse et comment on peut essayer d'avancer. Mais comme je le disais un peu en introduction, je pense que c'est essentiel de prendre le temps aussi de réfléchir ensemble en respectant les singularités et les particularités de chacune des organisations. Et surtout parce que malheureusement, on a tous des fois des œillères, on a tendance à ne pas voir ce qui se passe sur le côté, on a tendance à oublier des difficultés qui peuvent exister et que peuvent rencontrer les jeunes, notamment par exemple, en l'occurrence sur la question des étudiants étrangers, notamment quand on réfléchit, on a tendance aussi à prendre le prisme en tout cas de ce qu'on a vécu, de ce qu'on connaît, et l'un des enjeux qu'on va avoir sur la question des européennes, sur la question de qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe, c'est aussi réussir à embarquer le plus de monde possible autour de nous. Et ça implique de prendre le temps de comprendre quelles sont les difficultés de chacun et chacune et quelles sont les particularités que l'on souhaite sur lesquelles on souhaite pouvoir s'appuyer et surtout quelles sont les particularités et les difficultés rencontrées par chacune qu'il est essentiel de pouvoir combattre. De la même manière que sur les discriminations, on sait très bien que s'il s'agit d'un système de domination commun, il ne se décline pas de la même manière en fonction de si on est une femme ou si on est une personne racisée. Les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui avec une Europe qui ne fonctionne pas, qui fonctionne seulement sur des aspirations libérales, elles ne se déclinent pas exactement de la même manière en fonction de là où on est, là où on se situe, de notre âge, des difficultés sociales qu'on peut rencontrer ou encore tout simplement de notre lieu de vie. Et là, l'enjeu, justement, c'est de pouvoir essayer de faire ce travail-là, de pouvoir avancer collectivement et de recouper l'ensemble de ces problématiques pour pouvoir essayer d'avancer. Alors, c'était une première date aujourd'hui. Le but, c'est qu'on puisse continuer à avancer. Il y aura prochainement une deuxième date, une future date à Grenoble qui va s'organiser. Mais le but, c'est de pouvoir continuer à avancer ensemble et de voir aussi comment, justement, collectivement, en respectant l'indépendance de chacune des organisations, on est en capacité de pouvoir penser le fond et de penser tout simplement qu'est-ce qu'on veut faire de cette Union européenne. Donc merci beaucoup à vous. Il est encore temps pour pouvoir manger et boire. Je t'ai vu, Elie. Donc merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.